créé une boîte qui est monumentale, qui est valorisée 5 milliards de dollars aujourd'hui. Tu as 5500 salariés. Je pense que 5 milliards, c'est rien du tout. Je pense qu'Odoo, ça vaut 8 milliards. Tu te considères pas comme milliardaire? Non, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte banque. J'ai une BM série 1 qui a 14 ans. J'aimerais bien avoir le Bluetooth. Comment est-ce que tu fais pour gérer l'éducation de 2 enfants? À 3 ans, ils ont vendu des citrons tout seuls sur le bord d'une nationale. T'es complètement fou. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million d'euros aujourd'hui et que tu n'avais rien? Où là, je vais mettre quasiment tout, d'ailleurs, on peut y aller. Hop, boum. C'est étonnant, je m'attendais pas à ce que tu mettes autant sur. Je pensais à une répartition un peu plus globale. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. On a Fabien Pinkers qui a créé une société qui s'appelle Odoo. C'est une suite d'applications qui permet de gérer les sociétés, même les PME, les petites sociétés et les très grosses aussi, qui permet de faire la comptabilité, etc. Il va nous raconter tout ce qu'on peut faire, les bulletins de salaire. Il a 300 à 400 applications, même plus de 40 000 aujourd'hui disponibles sur le site. Il va nous expliquer ça. Une société qui est valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Il va venir nous raconter, c'est d'ailleurs dans les valorisations, peut-être même la deuxième fortune de Belgique. Il va nous raconter son histoire. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. On est ensemble 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous avez 2 secondes sur notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois en plus. Et en podcast audio aussi, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Il va nous raconter son parcours. Il s'appelle Fabien Pinkers sur Légende. C'est parti. Bonjour, c'est Fabien. Donc, je suis le fondateur d'Odoo. On va parler d'une histoire incroyable avec les hauts, les bas, les difficultés de créer une société à si forte croissance. C'est parti. Ben voilà, bienvenue Fabien. Content de te recevoir, je suis très heureux de te recevoir sur Légende. Ah, et moi aussi. Tu as créé une boîte qui est monumentale, qui est valorisée 5 milliards de dollars aujourd'hui. Tu as 5500 salariés. Jusqu'à quel âge tu as? J'ai 46 ans. Parce que tu fais hyper jeune. Tant mieux, j'ai pas encore les cheveux gris. Ça. On te voit avec ton slip à capuche, on sait pas trop quel âge tu as, tu vois. Tu as en fait créé une boîte qui s'appelle Odoo. Je vais juste vous dire la vérité. J'utilise cette société, moi, tous les jours. On utilise les solutions. En fait, c'est 40 000 applications, je crois, que tu proposes sur ton site Odoo, qui permettent de gérer les sociétés, gérer les plannings. Il y a des CRM, donc ça permet de savoir où on en est sur les tâches. Il y a aussi du mailing, vous pouvez faire du site internet, tu peux tout faire en fait pour les boîtes. Ouais, c'est le principe. C'est comme tu as sur ton téléphone plein d'apps, tu as besoin d'un truc pour ta société, tu installes une app et tu démarres. Mais tu as un personnage un peu atypique, tu fais un peu penser à un Mark Zuckerberg, à tous ces gars-là de la tech, tu sais, hyper cool. Tu as racheté une ferme, tu as mis ta boîte dedans à l'époque, on va y revenir sur ton parcours. Mais tu as racheté une ferme, tu as mis une piscine au milieu, je crois. Elle était déjà là. Elle était déjà là quand j'ai acheté la ferme. Dans un petit village en Belgique, hein, c'est ça? Un petit village de 6 000 habitants. Et la boîte fait 5 500 employés. T'imagines le truc? Tu fais vivre le village? Non, il y a beaucoup de choses dans le village, mais il n'y a pas beaucoup de commerce dans le village. C'est facile à faire vivre. Donc la plupart des mecs qui vont manger à la boulangerie le midi, c'est des mecs de Odoo? Oui. C'est ça, putain. J'ai vu dans les articles de journaux belges, on te surnomme le Steve Jobs wallon. Oui. Tu regardes un peu tout ce qu'on dit sur toi, sur les articles, etc. Non, pas trop. Enfin, un peu, oui, mais pas beaucoup. Mais je trouve pas ça juste. J'ai fait très peu par rapport à lui, quoi. T'es très modeste. Ça, c'est vraiment... non, mais c'est un fact. C'est vrai, il a fait beaucoup plus que moi. Moi, je suis qu'au début. T'es qu'au début, tu dis. Ouais. Parce que tu veux aller jusqu'où, en fait? Là, aujourd'hui, t'as déjà combien de clients aujourd'hui? C'est énorme. Hein, aujourd'hui, on a 15 millions d'utilisateurs, mais on n'a que 1% de part de marché. Notre marché est colossal, en fait. On est dans tous les pays, toute taille d'entreprise, tout secteur. Donc, on est tout petit par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, tu es dans 18 pays, je crois. Tu as des collaborateurs dans 18 pays. Ouais. Et tu as des clients dans combien de pays? 180 pays. 180. Même des partenaires, en fait, des gens qui vivent d'Odoo. En plus de 5 500 personnes qui sont employées, tu as aussi 200 000 équivalents temps plein qui travaillent pour des partenaires sur Odoo. Donc, c'est des gens qui développent, qui vendent ou qui font de la consultance. On va en parler de ton parcours, mais pendant 7 ans, tu as travaillé 7 jours sur 7 sans prendre une seule fois des vacances. Ouais. Sans te payer de salaire. Tu dormais dans l'entreprise. Ouais. Donc, tu t'es beaucoup donné, parce que c'est ça qui est intéressant. Là, c'est un énorme succès, Odoo. Vous allez voir le parcours de Fabien, mais c'est pas arrivé tout seul. Tu as eu des échecs, tu as eu des galères, tu as eu des vraies peurs. T'as pas envie de vendre ta boîte. Tu as envie de rester dedans, tu as envie de la faire grossir, tu as envie de rester dedans tout le temps. Ouais. C'est un vrai sujet, pourtant, on en a parlé aussi avant. Tu as été au bord de la faillite plusieurs fois, et à chaque fois, tu as réussi à passer le cap, et à chaque fois, ça a été encore plus gros, de plus en plus gros. Tu as failli te faire voler ton entreprise par des investisseurs aussi. Tu es parti habiter en Inde, tu es parti habiter aux États-Unis pour aider la boîte à grossir.
Alors, théoriquement, on a regardé, tu es le 2e homme le plus riche de Belgique. Mais ça me surprend. Ah bon? Je pense pas que ce soit correct, mais c'est possible. Il y a un entrepreneur qui a 9 milliards de dollars, Ouais. je crois. Et toi, si tu es valorisé vers les 5, c'est... Ah non, moi je suis pas à 5 parce que je n'ai que 56% d'Odoo. Donc je suis à 2,6, 2,7 milliards. Je sais pas. Ce qui est déjà un bon capital de départ. Pour moi, c'est juste des parts dans une société. C'est pas comme si j'avais de l'argent sur mon compte banque. Et c'est assez marrant. Tu es un peu extérieur à ça. On y reviendra après, on va parler d'Odoo, mais tu es assez extérieur à ça. Oui. Juste, comment est-ce qu'on peut expliquer Odoo dans les grandes lignes pour vous tous, si vous avez besoin? En fait, il y a vraiment toutes les solutions possibles sur Odoo, puis on va parler de ton parcours. Alors, la force d'Odoo, c'est qu'on a tous les besoins que tu as besoin dans une PME. Tu as besoin d'un site web, tu démarres, tu crées ton site web par toi-même. Tu as besoin d'un e-commerce, tu crées ton e-commerce, tu vends en ligne. Sur Odoo? Sur Odoo. Tu as besoin d'une comptabilité, tu fais ta compta, une CRM, et on a des applications pour tout. Et ces applications s'intègrent complètement ensemble. Et on a fait ça ultra simple et pas cher, c'est 20 € par utilisateur par mois. Je fais mon quart de marketing. Mais c'est ça vraiment la force. On a tout ce que tu as besoin et abordable. Attends, tu dis, parce que je crois qu'il y a 80% des applications qui sont gratuites. Oui. Alors c'est pire que ça, on est open source. Donc moi je suis passionné d'open source. C'est-à-dire que alors, l'open source, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, logiciel libre. Non, mais on va expliquer. C'est pas le moment d'y aller. Tu donnes la recette. Oui, tu donnes tout. Tu donnes le code source, le produit, les gens peuvent le copier, le distribuer, le donner à leurs amis, l'étudier, le modifier. Et donc, il y a une grosse partie gratuite où les gens collaborent sur ce produit. Par exemple, si tu veux gérer tes factures, tu as un logiciel de gestion de factures. En fait, si vous montez votre PME, vous montez votre boîte, en gros, vous allez sur Odoo, il y a forcément un truc qui va vous être utile. Mais c'est vraiment génial. Je suis super content que tu viennes faire l'émission aujourd'hui parce que c'est hyper malin. C'est-à-dire que si vous avez une société, vous montez une boulangerie, vous allez avoir besoin de Odoo sur plein de sujets. La caisse pour vendre des petits pains. La compta après, ton petit site web pour réserver en ligne les pains et tout ça, tout sera... Ouais. Tu dis ton site internet, ça par exemple c'est 20 € par mois? Alors non, notre principe c'est qu'une application est gratuite. Donc si tu veux un site, c'est gratuit. Ça c'est une application. On te fera payer que si tu veux une gestion des stocks, une comptabilité en plus. Et donc chacune de ces apps est complètement gratuite tant que tu n'en as qu'une. Et après tu payes à l'application supplémentaire? Non, après tu payes 20 € par mois et tu as toutes les applications. Donc en fait par boîte ça coûte 20 €? Par utilisateur et par mois. Donc si tu as 5 salariés qui utilisent le logiciel, ça fera 100 €. Et comment vous avez fait 40 000 applications? Alors nous, on en a fait 300-400, mais comme on est open source et que les gens peuvent le télécharger, travailler dessus, l'améliorer, la communauté, on a rajouté 40 000 à peu près. Si vous avez besoin pour gérer la traçabilité, prévision de stock, réapprovisionnement, pour le recrutement aussi, pour les bulletins de paye par exemple, les notes de frais. Nous on utilise tous ces trucs-là, j'ai noté ce qu'on utilisait nous. Même pour le marketing, si vous avez besoin de faire du mailing pour votre boîte, il y a une solution de mailing dedans. Il y a vraiment absolument tous les services dont on peut avoir besoin. Il y a de l'A/B testing aussi. Oui, sur le mailing. Qu'est-ce que c'est que l'A/B testing? Alors par exemple, tu veux faire un mailing et tu sais pas trop comment l'écrire. Tu vas l'écrire d'une certaine manière et selon comment tu formules ton mail, tu vas avoir plus de clients qui vont acheter ou pas. Mais tu as envie de tester, donc tu envoies 2-3 versions et tu vas voir les taux de conversion sur ces mails et tu vas te dire celui-là performe beaucoup mieux, j'ai 4% de taux de conversion des gens qui achètent par rapport à ce mail-là et ensuite je vais envoyer cet email à tout le monde. Ça permet de tester, comparer. Il y a des trucs avec l'intelligence artificielle? Oui, il y a plein de trucs. Et ça révolutionne certains métiers. Hein. Prends par exemple un comptable. Comptable, c'est un métier, en fait, le matin, il reçoit une pile de factures à encoder et toute la journée, il encode des factures. C'est vraiment un métier compliqué, pénible, quoi. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin. Tout ça, on a 98,5% qui est automatisé. Et l'intelligence artificielle fait tout, le comptable n'a plus qu'à valider. Ça fait gagner du temps. Et donc ça transforme complètement le métier. Et c'est pas mal parce que maintenant, ils peuvent faire du conseil, de l'optimisation fiscale au lieu de l'encodage de factures. Quoi. Comment tu te différencies de tes concurrents? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres solutions. Comment tu fais pour être... Alors, ce qui a été une partie de notre force, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels de gestion. On dit management software en anglais. C'est les logiciels pour les managers. Et ils ont des beaux tableaux de bord, ils font des trucs pour les managers. Nous, on s'est dit non, on va faire un truc pour les utilisateurs. On fait un truc pour le caissier, pour le comptable, pour le recruteur. Et on travaille pour que chaque utilisateur soit plus productif. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui nous drive. Parce que finalement, tu passes un tiers, la moitié de ton temps au bureau. C'est énorme. Donc, énorme. Si on peut faire un truc pour que leur vie soit un peu moins bien, un peu mieux, c'est quand même génial, quoi. Et tu fais vachement attention à ça. On va y revenir juste pour comprendre ton enfance. T'es fan de comptabilité quand t'es petit, t'es geek un peu, t'es fan d'ordi. Moi, je suis surtout fan d'apprendre. Donc assez vite, j'ai commencé par développer quand j'étais jeune. Et puis j'ai fait des logiciels de gestion pour les copains de mon papa. Et du coup, après, je me suis intéressé à la gestion. J'ai lu des livres de comptabilité, de gestion de stock, de ressources humaines. Et juste parce que j'ai besoin d'apprendre. Premier ordinateur à quel âge?
La petite communion, c'est quand ça? Ah, c'est les 8 ans. Oui, un Atari. Un Atari, t'avais? Ouais. Et puis après, j'ai reçu un vrai PC à la grande communion, je sais pas c'est quand. Et puis voilà, c'est parti. Comment tu te formes à l'époque? Parce que c'est quand même moins développé, Internet. Il n'y a pas Internet, Il n'y a pas Internet. ouais. Comment tu t'apprends? Avec l'ordinateur, avec l'Atari, il y avait un petit bouquin qui était donné avec le basique, puis tu dévores le bouquin, puis tu vas à la librairie essayer de trouver d'autres bouquins, et tu avances comme ça, quoi. Et toi qui intéressais les enfants à l'époque, ça t'intéressait pas? Tu étais un peu hors norme Non, déjà? si, je pense que je suis un enfant normal. J'allais jouer avec des copains et tout ça, mais le soir, je passais 3 heures devant mon ordinateur à développer des trucs, quoi. Tu fais des projets déjà à l'époque? Je sais pas, tu essayes de faire des programmes? C'est quoi les premiers projets Au début, tu tu fais? commences par ce que tu as envie de faire pour toi-même. Donc au début, moi, je faisais des jeux, des petits jeux vidéo, des petits jeux en 3D, des choses comme ça. Et après, les opportunités arrivent. J'ai les copains de mon papa qui me disent « Ah, mais moi, j'ai besoin d'un logiciel de gestion pour ceci. Moi, j'ai besoin d'un site web. » Et là, je commence à faire pour les autres. C'est quoi Je crois que tu as fait un projet qui s'appelle No More Viagra. Tu avais 13 ans. Oui. C'est quoi nomoreviagra.com? À l'époque, on avait plein de spam. Avant que Gmail existe, donc on recevait plein de spam et de virus par email. Et donc je me suis dit, je vais régler ça. Je vais faire un site qui filtre tes spams et tes emails. Et puis comme tous les spams, c'était pour vendre du Viagra. C'est vrai qu'il y avait nomoreviagra.com. Il y avait une période, il y avait que des pubs pour le Viagra. Voilà. Et bon, le mot était pas terrible. Et d'ailleurs, je me suis fait pincer à l'université pour ça, pour essayer de faire le T'as fait quoi exactement? T'as fait un site? Donc j'ai fait un site qui, tu pouvais connecter ton email à ce serveur mail, et ça filtrait tous tes spams et tes virus. C'était une sorte d'anti-spam. Anti-spam, antivirus, avant que Gmail existe et le fasse pour toi aujourd'hui, quoi. Ah, putain, ok. Et après, à 17 ans, tu vas lancer un site d'e-commerce. Oui. Donc c'est quand même assez jeune que ça arrive. 13 ans, tu fais tes premiers filtres. Donc tu fais du code. Oui. Du coup, ouais, ok. Et puis e-commerce, là j'ai vendu des produits dérivés Linux, des t-shirts, des cravates, des peluches. Linux, c'est l'équivalent de Windows. Voilà, mais pour les fans d'open source, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui. Attends, donc c'est quoi ce site-là? Je vendais des t-shirts avec des logos Linux. Que tu imprimes tout seul? J'imprimais chez des imprimeurs de t-shirts, quoi. Je les vendais en ligne. Et là, ça a super bien marché. Je vendais partout. À un moment, je suis devenu distributeur pour d'autres magasins en Europe. Pour ce site d'e-commerce-là? Voilà, ouais. T'as 17 ans? Ah oui, il faut m'imaginer, hein, je peux plier des t-shirts 1 heure par jour. Et à un moment, t'en as marre, quoi. Et tellement on en vendait, donc j'ai 1 heure par jour. Je venais avec ma brouette à la poste, voilà ce que je dois poster. Tu faisais tout seul? Ma copine de l'époque m'aidait pas mal. Et ça va marcher? Ça a très bien marché. Alors, c'était pas pour faire du business, c'était sans but lucratif. Donc, tous mes revenus, je les ai versés à des associations pour le logiciel libre, puisque c'est ce en quoi je croyais. Et sauf que quand j'ai arrêté, je me suis retrouvé avec un stock qui valait quelques milliers d'euros. Et donc, en fait, ça m'a coûté une fortune, cette histoire. Putain. Mais moi, c'est ce qui me drive depuis le début, c'est la passion de l'open source. Et donc, comme j'ai toujours utilisé des logiciels open source, c'était ma petite manière de contribuer, quoi. T'es vachement dans le partage, en fait. Oui, c'est plus fun quand on travaille avec les autres. Tu vas développer un système pour vendre après des œuvres d'art. Ça va être un autre projet que tu vas faire dans la foulée. Donc, tu as 17 ans, tu es déjà à ton 3e projet, ta 3e boîte, entre guillemets, et tu vas devenir le plus gros revendeur en ligne. Tu vas vendre 15 000 œuvres par mois. Oui, alors, c'était pas moi directement, mais je faisais la plateforme pour les salles de vente publiques. Les salles de vente publiques, tu vois, c'est 1, 2, 3 adjugés. C'est un peu les grossistes du marché de l'art. Ouais, c'est les ventes aux enchères. Ouais, c'est ça. Et eux, c'est les grossistes du marché de l'art. C'est-à-dire que ça vend d'abord chez eux, puis ça va chez les antiquaires, et puis dans les galeries d'art. Là, tu as 17 ans? Oui. Et j'ai fait beaucoup de salles de vente publique. Mon papa en avait une, hein, donc j'ai commencé par lui et puis ses copains. Et effectivement, via la plateforme, on vendait 15 000 œuvres d'art par mois. Avec un business model pourri. Hein. C'est-à-dire? Je gagnais en euros aujourd'hui peut-être 800 € par mois. Alors que je vendais plus d'objets qu'eBay.be, quoi. C'est ridicule, mais ça m'a permis de démarrer, d'engager les premiers stagiaires et des choses comme ça. Et à 17 ans, tu as des salariés déjà? Tu as monté une structure? Quand j'étais étudiant, vers les 2 dernières années, j'avais 2 salariés. Mais comment tu peux vendre autant avec 2 salariés? Attends, ça paraît un peu hors norme. J'ai fait mon premier logiciel pour les salles de vente publique à 14 ans. Puis j'ai grandi jusqu'à... J'en ai fait un, puis un. Donc ça s'est construit sur plusieurs années. Donc tu vas petit à petit commencer à être un peu plus costaud. Oui. Tu vas embaucher. Tu veux en vivre de ce site-là au départ? Ou c'est vraiment histoire de t'amuser, de t'entraîner? Non, c'était plus le début. J'étais encore étudiant, mais ça me faisait une petite source de revenus. Et ça m'a permis d'engager les premiers stagiaires. Et puis j'avais d'autres activités sur le côté, donc je crois que j'ai même eu le premier employé. Il fallait imaginer, hein, je faisais mes examens. C'est une petite chambre d'étudiants, on appelle ça un cote en Belgique. Ouais, exactement. Petite chambre d'étudiants, je faisais mes examens au milieu, j'étudiais parce que j'avais rien foutu pendant l'année.
Et à gauche et à droite, il y avait les 2 employés qui répondaient aux clients et qui faisaient les trucs pendant que moi j'étudiais mon examen. On dirait un peu les débuts de Google ou d'Amazon. Tu sais, c'est vraiment dans un garage comme ça s'est fait. Voilà, c'était un code d'étudiant. Exactement. Sur 2 tréteaux, ils avaient des ordinateurs. Pareil, Google, c'est ça. Hein. Il y a une vidéo, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Ouais. Ils filment avec le caméscope quand ils rentrent dans la maison. Ils ont loué une maison avec un garage au début et t'as juste 2-3 ordinateurs un peu branlants, le clavier de travers, il y a un cendrier, Enfin, tu sais, c'est un peu bordel. Et aujourd'hui, quand tu vois ce que c'est devenu, c'est assez génial, quoi. Ouais. Bah, après, tout le monde commence comme ça. Tu démarres dans ta chambre. Enfin, Oui, il faut bien que ça commence personne quelque jeune part. doit démarrer, ouais. Donc tu vas créer ça. Et à quel moment tu vas créer Odoo? Je sais que c'est vers 2002. Donc, à la fin de mes études, vers 2004-2005, j'ai commencé Odoo en tant que logiciel avant, mais j'avais toutes ces activités, les t-shirts, les ventes d'art, les développements sur mesure, des e-commerce, etc. J'ai dit, maintenant, il y en a marre, je vais faire qu'un seul truc, et je vais faire les logiciels de gestion, parce que ça m'intéressait. Et donc, j'ai tout arrêté, et là, je me suis focalisé sur Odoo en sortant des études. Mais ce qui est étonnant dans ton parcours, c'est que tu ne cherches pas à gagner de l'argent, forcément. Enfin, tu cherches à ce que ça soit rentable, sinon tu ne peux pas créer une boîte. C'est l'objectif d'un entrepreneur, c'est que ça ne soit pas en perte d'argent, sinon on ne peut pas grossir. Mais tu ne cherches pas forcément à faire fortune, tu cherches vraiment à créer des projets. Et tu ne peux pas bosser 12 ou 13 heures par jour, comme ça, pendant tous les jours, si tu n'es pas motivé. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Alors, maintenant, j'ai mis un bémol à ce que je crois. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai interviewé un youtubeur super célèbre en Inde. Et je lui demandais, mais c'est quoi ta motivation? Et lui, il m'a dit, moi, je veux être riche. Je veux faire un max de blé. ma vision, c'est juste ça. Je travaille pour l'argent, le reste, je m'en fous, je vends des trucs, mais je veux être riche. Et moi, je lui réponds, mais c'est pas possible. Tu peux pas être motivé par ça. Après, il faut voir la vie qu'il a peut-être. Exactement. Et lui, il me répond, mais en fait, tu comprends pas parce que tu es européen. Et il avait raison. Et sur le moment, j'ai fait. T'as pas à manger dans l'assiette, je pense qu'il y a un autre truc. Ouais, il me dit, moi j'ai toute une famille, j'ai 3 générations à payer. Moi, le niveau d'études de mes enfants va dépendre de ça. Mon niveau, j'ai pas de retraite. Et donc, évidemment, ça change la donne. Ça change la donne. Ouais. D'accord. Mais toi, c'est pas ton driver, c'est pas vraiment ce qui va te motiver. Non, moi j'étais passionné et j'avais envie de faire des choses utiles en fait. Donc on est en 2002. 2004, tu dis, mais à partir de 2002, tu commences à réfléchir au logiciel Odoo. Oui. Comment ça commence? Alors, tout début d'Odoo, j'ai fait. Donc, à Louvain-la-Neuve, là où je suis. C'est une ville étudiante en Belgique. Voilà, avec des cercles où les gens boivent beaucoup de bière, qui sont des groupements étudiants. Et j'étais responsable d'un de ces cercles et responsable d'une salle où on faisait la fête tous les jours et on louait les fûts de bière. Et donc, j'ai fait la première version. Gérer le stock, et puis je devais le facturer, et puis aller courir derrière l'argent, etc. C'était foireux parce que les étudiants, ils sont complètement désorganisés, donc il faut payer, ils sont plus là. Il faut payer, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le lendemain matin, ils n'ont plus de sous, enfin, c'est la galère, quoi. Mais soit j'étais responsable de ça. Et donc, ma première version du logiciel, c'était pour gérer tout ça. Qui louait combien, je devais facturer autant, récupérer l'argent de qui, etc. C'est la gestion déjà. La gestion de la salle de fête qui s'appelle la Casa Louvain-la-Neuve. Putain, ça part de là et ça finit avec 5500 salariés, 5 milliards de... C'est incroyable. Mais donc, tu vas penser à faire ce logiciel, tu vas le coder toi-même. En fait, tu vas te faire ton logiciel, tu vas répondre à ton besoin. Oui, c'est ça. Mais ça n'existait pas, ce genre de logiciel, où tu voulais faire exactement ce dont tu as besoin? Je sais pas, je crois que je n'ai même pas cherché. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin et voilà. Et donc, tu vas le créer tout seul dans ta chambre? Je vais le créer dans ma chambre, mais ça m'a bien aidé. Comment ça commence? Parce que, d'accord, tu commences à faire un logiciel, ça fonctionne pour toi. Mais j'en ai fait plein avant, parce que j'avais fait des logiciels pour les salles de vente publiques, j'avais fait des logiciels pour les copains de mon papa. C'était pas mon premier. Oui, petit à petit, quoi. Et oui, donc pour moi, on en fait un de plus, ça allait assez vite, en fait. Et tu l'avais appelé Tiny ERP. Tiny ERP. C'est ça. Mais donc, t'as quel âge à l'époque? 18 ans. Et donc, tu avais quand même envie de... Et oui, il fallait que je structure quand tu as des revenus, etc. Et tu as un minimum. Mais tu savais que tu allais en faire ton métier ou ta vie? Cette boîte? Oui, je pense que oui. Ouais, je me rappelle, à un moment, je disais à ma petite copine, moi, mon rêve, c'est 3 employés, 3 enfants. J'ai eu un peu plus d'employés, un peu moins d'enfants. Mais... mais je me rappelle d'un moment où je lui avais dit ça. T'as combien d'enfants aujourd'hui? 2. 2 T'es pas très loin encore. Non, mais je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes là, ouais. Mais ça te demande un peu de temps, j'imagine, une boîte avec 5500 personnes qui travaillent pour toi. Il a fallu 20 ans à focaliser sur la même chose tout le temps, quoi. Mes premiers clients, je les fais pour les salles de vente publique pour qui je gérais les objets d'art que je vendais en ligne. Après, je suis parti en disant, mais je vais vous faire votre gestion, comptabilité, gestion de stock, etc. Donc mes premiers clients, j'ai vendu à eux. Mais c'est un tout petit marché, il y en a 50 en Belgique. Donc assez vite, je suis sorti... La vente d'art, tu veux dire, ouais. En tout cas, les salles de vente publique. Et donc, ton objectif, quand tu lances Odoo, tu te dis, OK, là, j'y vais, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, je vais devenir vraiment big, je vais devenir très gros, ou au contraire, c'est de se dire, tiens... Non, au début, tu veux juste être utile. Tu veux faire des choses qui aident les gens, quoi, qui vraiment les aident dans leur travail, qui a un impact. C'est vraiment ça, c'est le projet, en fait, qui compte.
Et le produit, du coup, est bon parce que c'est vraiment pour aider et c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, à force de se focaliser pendant 20 ans à se focaliser sur ce que les gens ont besoin, ben, le produit devient bon. Tu changes quand de nom d'ailleurs? Pour la petite histoire, je me retrouve devant Danone, donc le fabricant du yogourt, et je leur fais une offre, et au comité de direction, ils me disent « Mais pourquoi on paierait 1 million d'euros pour un minuscule logiciel ?» Tiny, ça veut dire minuscule en anglais. Et là, je suis rentré à la maison, je dis « Zut, il faut qu'on change de nom, ça va pas du tout. » Et en plus, je voulais aller aux États-Unis à ce moment-là, et Tiny aux États-Unis, ça va pas, il faut être big. Il faut pas être petit, il faut être grand. Et donc, on a changé de nom à ce moment-là. Et là, on est passé sur OpenERP, deuxième erreur. Ça veut dire quoi? Alors, Open, parce qu'on est open source, et ouvert. ERP, c'est le nom qu'on donne à ces logiciels qui font un peu tout comme SAP, où ils font l'achat, vente, stock. La gestion, quoi. Voilà. Mais ce sont des usines à gaz. En fait, le côté ERP n'est pas toujours très bien perçu sur le marché. C'est des logiciels pour les grands comptes, un peu compliqué. Et donc, c'était pas terrible non plus. J'ai dû changer une 3e fois. Et t'as pris Odoo pourquoi? Ben justement, comme je me suis planté 2 fois, je me suis dit la 3e fois, je peux pas me planter si je prends un nom qui veut rien dire. Et donc, t'as pris un nom, ouais, juste. Qui veut rien dire. Qui sonne un peu anglais? Oui, il fallait qu'il sonne bien, qu'il soit court, etc. Mais je me suis dit, là, maintenant, j'arrête. Je prends un nom qui veut rien dire parce que je suis trop mauvais à prendre des noms qui veulent dire. Si tu vas sur plusieurs pays, plusieurs continents, il faut un mot qui fonctionne dans la bouche de tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu as pris Odoo pour ça. Non, ouais. Et donc, tu pars en open source. Donc, dès le début, tu dis, tiens, moi, je donne tout. Au début, tout est gratuit et moi, je vis du service. Si vous avez besoin du service par-dessus, je fais du service, mais tout le monde peut l'utiliser, le télécharger, l'améliorer. Et donc, je construis autour de moi une communauté de fans qui vivent du logiciel aussi, qui font comme moi, qui vendent du service, qui le distribuent à d'autres gens, qui le modifient et qui l'améliorent avec moi. Et donc, au début, tu vas payer des salariés ou tu es vraiment... Non, si, je paye des salariés. Alors, en 2005, on était 2, puis 2006, on était 3, puis 2007, on était 4 ou 5. Ça a été un peu lent, quoi. Oui, ça commence doucement. Ouais. Il n'y a que toi qui y crois au départ. C'est-à-dire que tu le dis. C'est-à-dire que si toi, tu n'y crois pas, avec les gars que tu as, mais il n'y a que vous qui croyez en vous. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas certain que ça va marcher dans 10 ans, tu ne te donnes pas autant d'années de ta vie, quoi. Moi, j'ai toujours été optimiste. Mais je pense que pour faire ce qu'on fait, c'est hyper dur. Hein. Entrepreneur, grandir vite, c'est vraiment trash. Tu es obligé d'être optimiste. Tu peux pas faire ce genre de métier si tu n'es pas hyper optimiste. Et tu prends peu de... Tu bosses... C'est quoi ton rythme de vie? À ce moment-là, c'est de la folie. Il faut qu'on dise la vérité. C'est hyper important de se rendre compte vraiment de l'investissement, parce que ça fait toujours rêver de dire oh, 5 milliards, machin, mais c'est quoi vraiment ton rythme pendant ces années-là? Alors, à ce moment-là, j'ai fait 7 années, en sortant des études, 7 années, pas un seul jour de congé, donc samedi, dimanche compris. Je sais pas combien je faisais par jour, mais en gros, je travaillais puis je dormais. Peut-être 12 heures par jour, ouais, 12, 13 heures, je sais pas, par jour, pendant 7 ans. Travaillais le week-end? Ouais, les week-ends, je travaillais aussi, etc. Et là, ma femme, elle en pouvait plus au bout de cette année. T'étais déjà avec ta femme? Ouais. T'es toujours avec? Ouais. Oh, elle est géniale, ma femme. Tu l'as rencontrée quand? Je l'ai rencontrée... Oh, je sais pas, il est écrit dans ma bague, mais j'ai grossi, j'arrive plus à... Il faudrait que j'arrive à... genre 19 ans ou quelque chose comme ça. Et t'es toujours avec elle aujourd'hui? Félicitations. Hein. Ouais. Et tu l'as connue avant de réussir? Oui, bon, on était 5-6 employés, quoi. Très bien. Pendant 7 ans, tu n'as pas pris un seul jour. Et elle me voyait pas beaucoup, parce que je travaillais tout le temps. Waouh, t'es pas parti une journée de repos? Non, ou alors si j'étais malade, peut-être j'ai eu, mais je me souviens plus. Mais... Et au bout de 7 ans, elle me dit là, ça va pas du tout. 7 ans, c'est long quand même, hein, sans voir son mari. Et là, elle m'a booké un voyage, 3 semaines en Mongolie. Vraiment coupé? Coupé, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Il n'y a pas Internet. Et tu es parti? Ouais, je suis parti 3 semaines en Mongolie avec les nomades, faire du cheval. Faut jamais faire du cheval en Mongolie, by the way. Pourquoi? Et en fait, ils ont des tout petits chevaux, et avec des selles mongoles, elles remontent ici. Et t'es sur cette selle, moi je sais pas faire du cheval, donc t'es comme ça, mais tu protèges tes couilles. Donc t'es en train de protéger tes couilles, tu te mets mal du coup, et à la fin tu termines avec le pet en sang, quoi. Le pet, c'est les fesses. Hein. Oui, c'est pas très confortable du cheval, si tu sais pas faire du cheval, c'est très non, dur, mais tu fais pendant une journée, sur les steppes mongoles, tu souffres un peu, quoi. Et ça t'a fait du bien de couper, ouais? Oui, et en fait ça m'a appris à déléguer. C'est-à-dire quand je suis revenu, au bout des 3 semaines, je suis remonté, et en fait la boîte tournait. Elle tournait bien. Et tu t'es dit, merde, ça marche sans moi? Et je dis, en fait, ouais, ça marche bien, quoi. Et du coup, ça m'a pas mal éveillé. Et aujourd'hui, maintenant que c'est très gros, on va y revenir, mais est-ce que tu arrives toujours à prendre des jours de congé, à te reposer, à faire attention à toi? Ouais, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Par rapport à avant. Je peux prendre congé. Je prends pas beaucoup de congés par rapport à des gens normaux, mais je prends quand même... Et la dernière fois où j'ai pris congé, c'était il y a 1 an. Non, c'est vrai. Et là, j'avais pris 2 semaines en Inde pour visiter l'Inde avant de revenir ici. Là, t'as pas pris de vacances depuis 1 an? Oui. Oui, donc tu bosses toujours. Mais après, mais samedi, dimanche, je bosse plus trop. Oui, mais c'est normal.
Ça s'appelle le week-end, hein. Oui. Ah oui, donc non, mais c'est important quand même de se dire, voilà, il n'y a rien qui arrive c'est sans pas, rien non plus. C'est-à-dire que Mais moi, je le vois pas que comme du travail. Je m'amuse vraiment dans ce que je fais. parce que tu as choisi Et du quelque chose coup, qui te c'est plaît. pas compliqué pour moi. Si je vais en vacances à la plage, je vais m'emmerder, quoi. C'est hors de question, quoi. J'ai besoin d'être utile, de construire des choses, de régler des problèmes, d'avoir du challenge intellectuel. Et aller visiter des temples ou à la plage, ça me parle pas du tout, quoi. Faire du cheval en Mongolie, ça t'amuse pas, quoi. Bon, là, c'était nécessaire. Là, j'étais à un moment où il fallait que T'as eu des périodes de burn-out où vraiment Non, pas ton du tout. cerveau était trop. Non. T'as réussi à t'arrêter à chaque fois avant. J'ai parfois des moments où je sens que mon corps, surtout maintenant, à 46 ans, où je sens que j'arrive au bout et je dois prendre une demi-journée de congé parce que physiquement, j'ai du mal. Une demi-journée de congé. Ou parfois une ou deux. Ça s'appelle une après-midi, en fait. Non, mais tu vois, un peu de migraine d'avoir trop travaillé, mais ça dépasse pas ça. Ah, waouh. Mais c'est parce que je m'amuse. C'est pas une question de. Je pense pas que ça vient avec la charge de excité travail. intellectuellement parce que tu fais. Je m'amuse, j'aime bien ce que je fais. J'ai pas l'impression que c'est un poids, quoi. Ouais, mais la fatigue, même si c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que ton corps encaisse quand même. Ouais. C'est quand on ne se repose jamais. Avec combien d'argent tu vas créer Odoo au départ? Est-ce que tu fais une levée de fonds? Est-ce que tu as des investisseurs? Comment est-ce que tu crées la boîte au départ? Au début, j'ai mis 6 200 €, qui était le minimum à l'époque pour créer une société en Belgique. Pour le capital? Pour le capital libéral, en tout cas. Et j'ai démarré avec ça. Et puis j'ai grandi jusqu'à 100 employés de manière organique, sans capitaux extérieurs. Est-ce que tu as une éducation? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Je peux poser la question. Alors mon père, il était entrepreneur, il est commissaire-priseur, donc 1, 2, 3 adjugé. Et complètement l'inverse de moi, puisque lui, il est plutôt dans les vieux trucs, et moi dans les modernes. Mais par contre, il m'a appris à bosser. Il était jamais à la maison, il bossait tout le temps. Tu disais que tu avais eu 7 ans de galère, vraiment difficile, et qu'après, tu avais fait une levée de fonds, une petite levée de fonds, une petite levée de fonds, une levée de fonds qui est déjà grosse, hein, mais Pour l'époque, c'était pas mal, ouais. voilà, c'est 3 millions d'euros, c'est ça? Oui, 3 millions d'euros. Comment tu les trouves? Comment ça se passe? Et pourquoi tu as besoin d'argent pour grossir? À quel moment tu butes sur ta montée? Donc, j'ai construit Odoo comme un logiciel libre, open source, gratuit, et je vendais des services. Et quand tu fais ça, donc les services, c'est quoi? Tu vas chez les clients, vous avez besoin de quoi? Ok, je vous développe ci, je vous développe ça. Ah, c'est-à-dire que tu adaptes... J'adaptais, je rajoutais des fonctionnalités par Tu fais sur mesure. Voilà. Et quand tu fais ça pendant 10 ans, tu te retrouves avec un logiciel qui fait plein de trucs, mais qui est horrible à utiliser. Il y a plein de fonctionnalités dans tous les sens. Et donc là, je me suis dit, non, mais stop, on peut plus grandir la société sur un modèle de service où les marges sont assez petites. Et pour grandir comme un éditeur de logiciels, là où tu dois investir beaucoup en marketing et en recherche et développement, il faut des grosses marges. Donc j'ai dû changer le business model. Et donc je me suis dit, là, je vais arrêter le service du jour au lendemain et je vais vendre des abonnements de support et de maintenance aux clients. Et pour ça, comme j'ai arrêté tous mes revenus, il a fallu que je trouve une levée de fonds pour faire le pivot. Pour embaucher? Oui, j'allais couper mes sources de revenus, je voulais plus faire du service, je voulais me focaliser sur le produit. Et 2, oui, pour embaucher et améliorer le produit pour qu'il devienne vendable un peu plus à la masse. Et tu trouves facilement ou pas? Comment Oui, j'ai pas eu trop de difficultés. Alors, c'est pas simple, hein, ça prend 6 à 9 mois, mais j'ai pas eu trop de difficultés. Comment tu fais? Tu vas voir, la place de marché est pas très grande. Hein. Tu vas, en gros, à Paris, en Allemagne et au UK, et tu vas voir tous les investisseurs. Il y en a une cinquantaine, fais une cinquantaine de meetings, et puis tu reçois quelques offres. À l'époque, j'ai eu beaucoup d'offres, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'ils te donnent de l'argent en échange d'une part de la boîte, c'est ça? C'est ça. Donc, à l'époque, ils m'ont donné 3 millions d'euros en échange de 30% de la société. Ça a coûté cher. Maintenant qu'il vaut 5 milliards. Et depuis, je récupère pour galérer des petits pourcents. Et alors, est-ce que tu arrives à sortir la tête de l'eau? Est-ce que ça fonctionne, cette levée de fonds? Est-ce que ça t'est utile? Alors là, moi, j'ai vécu sans argent, en payant parfois les salaires en retard pendant 7 ans. D'un coup, tu reçois 3 millions d'euros. T'es là, ouh. Et donc, j'investis, j'engage plein de développeurs, j'investis en recherche et développement, j'améliore le produit, et le compte banque, il fait... Ah ouais, tu vois que ça chute. Ouais. Et là, j'ai grillé les 3 millions quasiment en 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis retrouvé là, de nouveau au bord de la faillite. Il restait 2 semaines de cash pendant plusieurs mois, quoi. Mais par contre, là, j'avais 400-500 employés. Combien? 400 ou 500 employés, donc c'est un autre challenge, quoi. Et là, tu arrives au bureau, tu fais semblant le matin que tout va bien? Non, au contraire, non, il faut surtout pas. Parce qu'ils le sentent. Tu vois, si tu te sens mal. Si tu essayes de faire ne vous inquiétez pas, tout va bien, ils vont le voir que tu es sous stress, ils vont le voir. Donc le pire des choses quand tu fais ça, c'est de bullshiter les gens. Tu dois leur dire la vérité. Donc je leur ai monté un graphe, on voit comme ça, et voilà où on en est, il me reste 2 semaines. Mais après, je leur ai dit, j'ai un plan d'action, et voilà le plan d'action, quoi. Ah oui, tu leur as montré le... Ouais. Et heureusement, ils m'ont suivi. Alors,
malheureusement, le plan d'action passait par licencier 30% des gens. J'avais plus le choix, j'ai tout essayé. Enfin, c'était une période très compliquée où on a eu 1 an et demi vraiment au bord de la faillite. Et puis j'ai licencié les gens, et puis je les ai tous convoqués. J'ai dit voilà où on en est, voilà ce qu'il y a, c'est compliqué, il nous reste 2 semaines de cash. Mais on a fait ça, on a licencié les gens, on a changé le business model, on a changé tout ça, et on va y arriver. Et il n'y a aucun employé qui est parti. Malgré le stress, malgré le risque, malgré que je ne les payais pas très bien à l'époque parce que je n'avais pas les moyens, ils sont tous restés, ils sont tous retrouchés les manches pour faire que ça marche. Quoi. Ils t'ont fait confiance. Oui, parce que je les ai pas, j'ai pas bullshité. Le pire que tu puisses faire dans ces cas-là, c'est de faire un peu l'entrepreneur optimiste. Et ça va aller, vous inquiétez pas, je vais licencier 5 personnes. 2 mois plus tard, ça va pas mieux évidemment. Et tu recommences, ça va aller, on va y arriver, je vais licencier 5 personnes. Et tu fais ça 2-3 fois, après les gens n'ont plus du tout confiance en toi. Quoi. Donc moi je l'ai fait une fois sec, 30%, j'ai remis tout ça, j'ai changé le business model, j'ai fait payer les clients en 1 an à l'avance plutôt que par mois. Et puis on a changé quelques éléments dans le business et puis c'est reparti. Et c'est reparti doucement ou... Ça a pris 1 an pour stabiliser et puis c'est reparti doucement. En tout cas, j'ai pu survivre le temps de faire une nouvelle levée de fonds. Donc c'est-à-dire que tu es quasiment 10 ans après le lancement et tu es toujours, bas. C'était compliqué. Et à ce moment-là, c'est chaud. Hein, 10 ans de travail de ta vie pour une boîte qui était à peine à l'équilibre au départ. Oui, vraiment dur. Je pouvais la perdre. Quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, les investisseurs ont essayé de me la prendre. Ils ont une tentative de... De vol Pas de vol, mais... Ils en ont profité. Oui. C'est-à-dire, comment ils ont fait Alors, comment ça marche? Donc, on avait fait cette levée de fonds avec donc, une valorisation de 10 millions. Ils ont donné 3 millions pour avoir 30% de l'entreprise. Et puis, on arrive à ce moment-là. Et moi, je me débat pour essayer de trouver du cash, pour essayer de survivre. Et j'avais trouvé 400 000 euros de fonds externes pour pouvoir tenir quelques mois de plus. Et là, les investisseurs ont dit non, il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'entreprise. Mais voici une offre de 2 millions d'euros avec une valorisation toute pourrie. Je crois qu'elle était moins de ce que j'avais quelques années avant, alors qu'on avait multiplié le chiffre d'affaires par 3 ou 4. Et en gros, si je le donnais, je perdais le contrôle de l'entreprise, puis je perdais mes 50%. Et c'est là où... Donc c'est chaud, t'es en train de te battre pour préserver tes clients, faire revenir l'argent, motiver tes employés, et puis de l'autre côté, t'as le conseil d'administration qui te tape dessus en permanence et qui essaye de faire des prises de contrôle. C'est des périodes qui ne sont pas évidentes, quoi. Et t'as pas lâché? J'ai pas lâché, et c'est là où en fait je suis retourné chez moi le soir, je me dis non, ça va pas du tout. Après quelques mois de discussion avec eux, à un moment je me suis dit stop, fini, j'en ai marre de ces conneries. Maintenant il faut que je me mette indépendant. Et c'est là où j'ai licencié 30% des gens. J'ai dit je vais me mettre à l'équilibre moi-même, quoi. Et tu vivais comment à l'époque? Avec quel argent, toi? Donc, du coup, j'avais pas assez d'argent pour acheter une maison pour moi et un bureau, donc c'était le bureau et la maison, c'était la même chose. C'est-à-dire? Alors pour l'histoire, c'est comme ça qu'on arrive aux fermes. Tu installes ta boîte parce que tu n'avais pas d'argent. Oui, donc au début, je louais un petit appartement, mais ça a vite grandi au Doubs. Donc je me retrouvais avec des employés partout, dans la cuisine, dans les chambres, et littéralement partout. Et quand je allais de ma chambre à la toilette, je devais passer par les bureaux. Et quand ma femme devait aller prendre sa douche, elle devait passer dans les bureaux. Donc c'était pas terrible. Et ça va un temps, c'est drôle de semaine, quoi. Voilà, mais on a tenu quelques années comme ça. Et puis là, je me suis dit, non, il faut qu'on change. Et je voulais quelque chose de grand. Je voulais grandir, j'avais besoin de beaucoup plus de monde. Et j'étais toujours à l'étroit, depuis mon côté étudiant jusqu'à Zapart, on était toujours à l'étroit. Je me dit, je vais prendre de ce que je trouve de plus grand. Mais j'avais pas beaucoup d'argent. Et ce que tu peux trouver de plus grand en Belgique, avec presque pas d'argent, c'est une ferme délabrée. Donc j'ai acheté une ferme délabrée. Dans un petit village? Dans un petit village, à 300 000 euros. Que j'ai pu restaurer petit à petit. Et donc là, j'ai vécu dans cette ferme et j'en ai fait les bureaux en même temps. Donc tu habitais au bureau? Oui. C'était top. Putain, incroyable. En 2 minutes, j'étais dans mon bureau. Pendant combien de temps? Quelques années. Avant les années d'avant, j'étais aussi au bureau, mais c'était le bureau que je louais. Et donc, petit à petit, en fait, dès que tu refaisais un bureau, un espace, un machin, tu remettais des salariés dedans. Et puis je rénovais, et puis on en faisait des bureaux, et puis je rénovais une pièce, on en faisait un bureau. Vous y êtes toujours, là? On y est toujours, oui. Et c'est toujours, d'ailleurs, la maison mère d'Odou. C'est pas le plus gros de nos bureaux, mais ça reste. Putain, c'est génial. Et puis, donc là, je l'ai fait parce que j'avais pas les moyens, donc j'ai acheté une ferme en dépit de pouvoir prendre autre chose. Et donc les gens venaient travailler dans une ferme délabrée au début Oui, et puis maintenant elles sont classe, hein. Maintenant elles sont complètement rénovées. Mais après j'ai adoré le modèle. D'arriver dans un endroit... Ouais, c'est génial. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'étais travaillé à San Francisco, on travaillait dans une tour, dans un building, et en fait je me rendais compte, mais on sort pas toute la journée. Ouais. Pendant 9 heures, je suis dans ce bureau, à l'intérieur dans ma tour, t'as pas envie de faire les 10 étages pour... Et là je me suis dit, mais en fait c'est génial les fermes. Tu vas d'un bureau à l'autre, tu passes par la cour, c'est chouette, quoi. Alors qu'à la ferme, ouais, tu peux sortir, tu peux... Et tout le temps, tu vas d'un bureau à l'autre, tu passes par la cour intérieure, c'est vraiment chouette, quoi. Donc tu vas acheter cette ferme-là, vous allez vous installer. Au début, vous êtes combien dans cette grande ferme? On est monté jusqu'à 100 personnes dans cette ferme. Et après, puis on a pris une deuxième ferme à 500 mètres de celle-là.
On a répliqué le modèle. Et puis une troisième ferme à 500 mètres de celle-là aussi. C'est incroyable. Maintenant, on a 3 fermes dans le même coin. Et tu disais qu'à un moment donné, tu avais dû te séparer de 30 et quelques % de salariés. Oui, ça c'est chaud, quoi. Il y en avait que tu as pu reprendre après, que tu as réussi à reprendre, non? Non. Alors, je sais pas s'ils auraient voulu déjà. C'est pas sympa, quoi. Et puis, j'ai pas cherché à le faire. Ouais. Il y en avait que tu aimais beaucoup dedans et que malheureusement... Oui, c'est la première fois que j'ai dû licencier des gens que je ne l'aurais pas fait. Dont le numéro 2, quoi. Parce que malheureusement, il avait un salaire très élevé et je devais couper dans les coûts. Putain. Et toi, comment tu faisais pour ton salaire à toi? À ce moment-là, je n'avais pas de salaire. Mais je vivais, c'est-à-dire que j'avais une voiture de société payée par l'entreprise. Et je vivais dans les bureaux, donc j'avais pas de problème pour vivre non plus. Et donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, tu t'es pas versé beaucoup d'argent? Non. Je crois qu'après la première levée de fonds, je me suis versé de l'argent. Oui. Donc, c'est-à-dire que pendant quasiment... 2010 ou 2014, un des deux. Pendant 10 ans, tu n'as pas vraiment pris d'argent sur ta boîte? Non, pas beaucoup, ouais. Mais si j'avais besoin d'argent, je pouvais acheter pour manger, etc. Je prenais un peu... mais vraiment... pas grand-chose. Et c'est en 2018, tu as des nouvelles difficultés financières. Oui. Comment tu vas remonter la pente? Tu as eu 2 périodes difficiles. Et donc en 2014, j'ai refait une deuxième levée de fonds. Donc 7 millions d'euros, reparti, on crame tout en 2 ans, 3 ans, et on retombe sur un moment où regalère. Donc c'est vraiment les hauts et les bas, parce qu'on se croit les rois du monde. À 7 millions, on va y aller à fond. Et puis 2 ans après, t'as plus rien, quoi. Et là, tu dois tenir. Alors là, par contre, je l'ai mieux fait, j'ai pas dû licencier personne. Et là, comment j'ai fait? J'ai dû faire un changement dans le business model. Pendant longtemps, j'ai tiré la corde le plus loin possible à rester 100% open source parce que ce que je voulais, c'était ma passion. Mais il y a un moment où ça marche pas. Quand le logiciel est gratuit, c'est difficile de faire des revenus. Et donc là, j'ai fait un pivot sur le business model et j'ai dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que 80% des applications Odoo sont gratuites. Donc la CRM, créer un site web, la facturation, la gestion de stock, gratuit. Mais certaines applications, par exemple la comptabilité, celles-là, on les fait payer. Ce qui est normal en plus, les boîtes. Ce qui est normal, mais j'ai tout fait pour éviter. Parce que moi, je suis passionné d'open source, donc j'ai voulu contribuer à la communauté open source un maximum. Et donc, en dépit, parce que au bord de la faillite, à un moment, je dis... Faut bien payer les salariés. Il faut, et mes grandes idées, on va les mettre un peu de côté, on va faire survivre la boîte à la place. Et là, on fait ce changement, et 1 an après, tout cartonne. C'est-à-dire le fait que les applications sont payantes, les clients restent. Avant, ils restaient pas. Enfin, ils continuaient à utiliser le logiciel, mais ils nous payaient rien. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de support, ils n'avaient pas besoin de maintenance, ça marchait. Et là, c'est parti. 1 an après, on n'a plus eu de problème d'argent depuis. Et c'est là où ça a décollé vraiment? C'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai plus de problème de cash. Et si tu regardes le chiffre d'affaires, on a fait 50% de croissance tous les ans en moyenne depuis 20 ans. Il n'y a pas eu un moment où ça a fait boum. C'est juste que le cash, on a eu du mal à suivre, quoi. Putain, fort. Et donc là, à chaque fois, tu te sépares un peu de ta boîte. Quand tu fais une nouvelle levée de fonds avec 7 millions, là, tu repères un peu de part. Là, j'ai reperdu un petit peu, ouais. Et tu arrives à garder 56%? J'étais à 54, puis je suis racheté des petites parts de temps en temps, je suis remonté à 56. La part va être de plus en plus chère maintenant, c'est ça? C'est le problème, c'est les actions, c'est la seule chose que tu peux jamais acheter quand tu grandis. Comment est-ce que tu arrives à gagner de l'argent? Parce que c'est important aussi de voir les sacrifices, et donc tu arrives à te verser un salaire correct. Maintenant, j'ai un très bon salaire. Maintenant, est-ce que tu es le meilleur salaire de la boîte? Oui. Parce que tu l'étais pas avant, tu disais ton numéro 2. Je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas loin. D'accord, ok. Est-ce que tu as mis un dirigeant? Non, c'est moi. C'est toi qui gère tout. Oui. Mais on a des directeurs dans d'autres pays, et puis il y a des pays où les salaires sont plus élevés qu'en Belgique. Donc il est possible qu'ils aient plus que moi, mais je ne suis pas sûr de combien ils ont. Mais on est plusieurs à mon salaire, par contre, ça je le sais. Ah oui, c'est vrai. Tout le comité de direction, on a plus ou moins la même chose. C'est un bon salaire, mais pas énorme non plus. Pas des salaires. C'est aux alentours de quoi? Alors maintenant, j'ai dit qu'ils avaient la même chose, je peux pas le dire. Moi, j'aurais pas de problème à griller le mien, mais... T'inquiète. Tu testes toujours les nouvelles applications avant de les valider. Il y a 40 000 applis, il y en a 300 à 400 que vous avez développés vous. Tu les testes toi-même, tu restes toujours là au contrôle de tout? Alors moi, le produit, ça me passionne. Et d'ailleurs, je crois que c'est la clé du succès, c'est-à-dire le meilleur produit, à la fin, gagne toujours. Et donc, je passe la moitié de mon temps encore aujourd'hui dans le produit avec les équipes de recherche et développement. À tester, à faire des spécifications. Parfois, juste à s'asseoir à côté des utilisateurs. Je m'assois à côté de quelqu'un, je regarde comment il travaille, et je me dis, est-ce qu'on peut optimiser des trucs? Est-ce qu'on peut lui faire gagner du temps? Simplement en analysant comment les gens travaillent, quoi. C'est quoi je vais te poser des questions sur ton train de vie après, mais juste, je voulais avoir ton avis sur l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que tu le vois, toi, ça? C'est très tranché. Il y en a qui ont un peu peur de l'IA, il y en a qui trouvent que c'est cool, il y en a qui trouvent que c'est pas forcément une bonne chose. C'est quoi ton avis à toi? Donc, mon avis, c'est un algorithme comme un autre. Donc, quand tu développes, il y a plein de techniques pour développer. C'est un algorithme comme un autre qui règle très bien certains problèmes, mais pas d'autres. Pour certains métiers, ça a été game changer. Je
prends un comptable, grâce à l'intelligence artificielle, il n'a plus besoin d'encoder. Ça, c'est quand même génial, quoi. Quelqu'un qui encode toute sa journée, c'est nul, quoi. Donc il peut faire des choses beaucoup plus utiles parce que le simple travail d'encoder a été changé. Après, tu as aussi beaucoup de valorisation complètement débile. On te met tout à la sauce intelligence artificielle, c'est pas toujours justifié. Mais il y a des cas d'utilisation comme ça qui sont vraiment cool. J'ai noté les chiffres donc, pour les rappeler. Odoo, c'est 5500 salariés dans le monde, 18 pays. Outil qui est utilisé par 12 millions, c'est ça 12 millions de Ouais, personnes. 15 millions maintenant, ouais. 15 millions à travers 140 pays. Ouais, 180. Qu'elle est utilisée. Je crois que là, au moment où on tourne, vous avez déjà réalisé 750 millions de CA, c'est ça? Oui, c'est ici, on va faire. T'arrives parfois à réaliser ce que tu as réussi à faire? Oui, enfin, pas compliqué, hein, 750. Mais par contre, je pense que c'est rien du tout. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on va faire demain, c'est rien du tout. Je crois qu'on ne fait même pas 1% de part de marché. On va continuer à grandir du proche de 50% par an. Par rapport à ce qu'on va faire demain, c'est tout petit pour moi. Dans 10 ans, ça sera beaucoup plus gros. Ah ouais, beaucoup plus gros. On doit tout faire péter. Mais vraiment, hein. Nos concurrents, c'est des énormes. Hein. En fait, c'est SAP, Microsoft avec leur produit ERP qui s'appelle Dynamics. C'est des monstres, quoi. Et de là à renverser ça, ça va prendre un peu de temps, quoi. Est-ce que tu aurais pu construire Odoo en travaillant 35 heures par semaine? Non. Non, je ne serais pas vivant. Non, si je travaillais beaucoup, je n'avais pas le choix. Je devais ramener de l'argent, quoi. Aujourd'hui, elle est valorisée 5 milliards. Elle peut être valorisée combien dans 10 ans? Mais en fait, on s'en fout un peu de la valorisation. C'est très théorique. Hein. D'ailleurs, moi, je préfère quand la valo est plus basse. Pourquoi? Parce qu'à chaque transaction, j'achetais des parts. Donc, comme je suis acheteur, mais comme quand tu achètes en bourse, quoi. Tu rachètes des parts de si ta l'action boîte? est basse, oui, parce que pour remonter un petit peu mon 56%. Alors, avec mon salaire, je peux me permettre de racheter 50 000 euros, 100 000 euros, donc c'est plus grand-chose, quoi. Mais comme de toute façon, j'ai pas besoin d'argent, tout ce que j'ai, je le mets là-dedans. Comment on valorise une société? Pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce que ça marche? On dit valoriser à 5 milliards, ça veut dire quoi? Alors, tu as deux types de sociétés. Si elles sont publiques, cotées en bourse, c'est le taux de l'action, tout le monde connaît. Si elles ne le sont pas, privées comme Odoo, là, en fait, c'est quand Elle il y est a... pas en bourse, la tienne? Elle ne le sera jamais. Pourquoi? Ça m'intéresse pas, en fait. Le problème de la bourse, c'est que ça a tendance à refocaliser sur le court terme. Tu vois, il y a l'action qui change, les employés sont tristes parce que leur action a diminué, il faut atteindre ses quotas pour que l'action remonte. Tout le monde est refocalisé sur le court terme. Moi, c'est pas du tout ce que je veux, mon travail sur le long terme. Ça, et puis, je vais te dire un truc. Je pense que 5 milliards, c'est rien du tout. Je pense qu'Odoo, ça vaut 8 milliards. Si j'avais été coté en bourse, ce serait un délit d'initié. Je pourrais aller en prison. Parce que tu as acheté... Juste d'avoir dit ça. Juste d'avoir dit ça. Ah oui, oui, oui. Et moi, c'est le genre de contrainte que je veux pas. Je veux pouvoir exprimer ce que je pense, dire ce que je pense, sans avoir les contraintes de ce que tu as une... Et comment on achète des parts de Odoo, du coup? Alors du coup, c'est les quelques actionnaires qui en ont, ceux qui ont investi au début, quand ils revendent. Et quand ils revendent, il y a d'autres actionnaires qui achètent. Et il y a eu une transaction là de 500 millions d'euros il y a quelques temps. Mais quand les acheteurs achètent aux vendeurs, ça définit le prix. Est-ce que tu as pris la grosse tête à un moment donné? Est-ce que quand tu crées un énorme succès qui vaut 5 milliards ou 8, est-ce qu'à un moment donné, tu as été un peu plus dur, un peu plus, tu vois? J'espère que non, je pense pas. Mais ça n'a pas l'air comme ça, mais non, je pense pas du tout. On peut. Mais peut-être je suis quelqu'un de normal en fait. Je vis comme les gens normaux. Je suis pas du tout dans l'excès. Tu te considères pas comme milliardaire? Non, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte banque. J'ai ce qu'il faut, mais pas beaucoup. Je possède pas de maison. J'ai une voiture, mais c'est une petite voiture de société. J'ai pas. Je vais pas claquer de l'argent en vacances. Si je vais en vacances, je fais une rando, quoi. Attends, t'as pas acheté de maison? Ben, je vis dans la maison de ma femme maintenant. C'est vrai? Oui. Ben, c'est bien. Enfin, non, mais attends. C'est-à-dire qu'elle a payé une maison. Et... Non, mais dans le sens où tu t'es même pas acheté de maison alors que t'as une boîte qui fonctionne bien. Non, mais j'ai pas besoin. Et en fait. Mais c'est exceptionnel. T'es hors norme. C'est génial. Non, je crois qu'il y a plein de gens comme moi. Non, parce que, bah oui, mais... Peut-être pas ceux qui viennent dans les plateaux télé. Mais... Tu sais, non, pas forcément, mais dans le sens où parfois, oui, t'as toujours des mecs qui ont des grosses voitures qui veulent montrer, alors qu'en fait, ils font beaucoup... Enfin, ils ont une boîte qui est bien moins grosse que la tienne. Oui. Ils vont essayer d'avoir... Tu as quoi comme voiture? J'ai une BM série 1 qui a 14 ans. La plus vieille voiture du parc d'Odoo. C'est vrai? Et parce que t'es pas fan de bagnole? Non, j'ai juste pas fait l'effort de la changer. Oui, je suis pas fan de bagnole, mais quand je pense que je prendrais une meilleure. J'aimerais bien avoir le Bluetooth. Donc mais je vais pas changer de voiture pour ça. Donc j'attends de la tuer. Et une fois qu'elle est bonne, je prendrai une voiture avec du Bluetooth. Comme ça, je pourrais écouter les podcasts dans la voiture. Tu peux pas téléphoner dans ta voiture? Non. Téléphoner, j'ai pas besoin, mais écouter des podcasts, ça peut être sympa. C'est génial. Mais moi, je vois ça comme une liability. Tu vois, avoir une grosse maison... C'est quoi, liability? Tu dois t'en occuper. C'est un poids, quoi, en fait.
Et moi, charge mentale. charge mentale, t'as besoin d'un jardinier, t'as besoin de ceci, t'as des ampoules qui pètent. Et moi, ce que je valorise plus que tout au monde, c'est pas ce que j'ai, c'est mon temps. Toute ma vie, je l'ai organisé pour optimiser mon temps. Et donc, je veux pas avoir une grosse maison, je veux juste une maison facile à maintenir. Je trouve que avoir du temps pour soi est beaucoup plus important que posséder des trucs, quoi. Pas mal. Même si je change pas de voiture, c'est juste que j'ai pas pris l'effort d'aller voir dans les garages que je pouvais avoir, etc. J'ai une voiture qui marche, je l'utilise toujours, ça me va très bien. T'as des moments où t'as peur de manquer, même si tu prends pas d'argent et que tu as une boîte qui fonctionne. Est-ce qu'il y a des moments où, quand on a grandi et qu'on a, je sais pas, eu pas forcément beaucoup d'argent, on a peur de manquer? Non. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour vivre. Hein. Je reviens d'Inde. Hein. Je vivais dans une maison où il n'y avait pas l'eau courante, il y avait l'eau potable, pas l'eau potable, l'eau courante 3 heures par jour. J'ai une chouette histoire à ce propos. J'avais un grand directeur chez moi, c'était le mieux payé de la boîte. Et je pense que c'était celui qui était le plus dépendant de l'argent. Il en souffrait vraiment. C'est-à-dire que il avait une vie qui coûtait cher, ses enfants, sa famille, un train de vie qui coûtait cher. Il vivait pas avec sa femme parce que pour des raisons logistiques, il devait venir travailler chez Odoo parce qu'il avait besoin d'une entreprise qui le paye bien et lui sa femme était très loin. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué parce que c'est lui qui avait le plus d'argent et c'est celui qui était le plus en manque. Et je pense qu'il y a un côté très relatif. Tu n'as besoin que ce que tu es habitué à avoir. Et quand tu n'as pas grand-chose et que tu n'as pas besoin de grand-chose, en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup plus, quoi. Non, parce qu'on a envie d'avoir un confort de vie. Et après, si quelqu'un qui s'achète une maison, il a le crédit pour la maison. Oui. Si tu as envie d'avoir des chambres en plus, parce que tu as des enfants en plus, tu es obligé d'avoir un truc un peu plus grand. Oui, c'est ça. Le train de vie augmente au fur et à mesure. Oui. Et puis, tu en deviens dépendant. Tu vas jamais, si tu prends une grosse voiture, tu vas jamais la diminuer, quoi. Tu vas faire toujours que plus haut, quoi. C'est difficile d'avoir quelque chose de moins bien qu'avant. Très dur, ouais. Baisser, c'est dur. Ouais. Baisser dans tout, d'ailleurs. Baisser dans le chiffre d'affaires, dans une boîte, tout, ouais. Dès que ça baisse... Et donc, le mieux que tu as à faire, c'est de pas être dépendant de tout ça. Comme ça, tu es bien et tu n'as pas besoin de plus, quoi. Ne pas posséder, en fait, finalement. J'ai des trucs, hein, mais pas beaucoup, quoi. Est-ce que tu t'es fait un plaisir, quand même? Une montre qui te plaît, une paire de... J'en sais rien, un objet que tu aimais quand tu étais même jeune et tu rêvais d'avoir et que tu as pu te payer pour te faire plaisir? Non. Ça, non. Par contre, je peux dépenser de l'argent dans des choses que les gens ne feraient pas. C'est-à-dire? Par exemple, je vais au restaurant parce que j'ai pas envie d'aller faire les courses et j'ai pas envie de faire à manger, j'ai pas envie de faire ce truc. Ou j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma vie. Le courrier est redirigé chez lui et c'est lui qui ouvre le courrier, qui fait les paiements, qui fait tout parce que moi, je veux faire zéro travail administratif. J'ai te demandé les choses que tu as arrêté de pouvoir faire grâce à l'argent. Il y a des choses que tu n'aimais pas faire, que tu as déléguées. L'administratif. Alors que tu gères des logiciels de compte. Oui. Mais c'est peut-être pour ça que tu l'as fait, d'ailleurs. Mais oui. Parce que t'aimes pas gérer ça. Au début, moi, j'ai souffert de ça, de devoir créer des factures, faire des relances. Et donc, si t'as un logiciel qui t'automatise tout ça, c'est vachement bien, quoi. Ouais, ça t'évite de le faire. Ouais. Tu as délégué cette partie-là. Ouais. Dans un instant, si tu veux bien, on va faire rentrer. Toi tu disais que tu bossais sur Atari quand tu étais petit, c'était ton premier ordinateur à 8 ans. Oui. On va faire venir un garçon qui nous a ramené 4 ordinateurs vraiment qui datent. Je ne sais pas lesquels, puisque je n'ai pas voulu les voir avant. Oui. Je sais juste que toute l'équipe avait l'air passionnée par ce qu'ils ont vu. Et je crois qu'ils démarrent encore. Donc ils vont nous les démarrer, ils vont nous faire une petite démo, si tu veux bien, dans 2 minutes. On va faire rentrer 4 ordinateurs. Et on va aussi mettre, à un moment donné, 1 million d'euros. Ici, physiquement, sur la table, avec des faux billets de cinéma. Ah, dommage. Et pour changer ton Bluetooth, on va mettre 1 million d'euros et tu vas nous donner des conseils, toi qui as une grosse boîte. On va imaginer que tu gagnes 1 million d'euros au loto aujourd'hui, que tu as 1 million d'euros qui arrive sur ton compte et que tu ne possèdes rien. Pas de maison, pas de voiture, rien. On imagine qu'on part de zéro. Qu'est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire, toi qui as géré quand même une boîte avec beaucoup de ça? On va te donner plusieurs cases et tu vas nous dire comment tu répartirais, si tu veux bien. Tes relations avec ton banquier sont bonnes maintenant. Tu as eu des relations avec ton banquier où tu disais à 15 jours près, tu n'avais plus d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ça marche bien, ça a changé le rapport? J'ai jamais vraiment eu de relation. Alors j'ai un directeur financier qui, lui, s'occupe de ces relations-là. Et moi, je les rencontre jamais, les banquiers. Et j'en ai jamais vraiment utilisé beaucoup, en tout cas. Parce que quand tu as besoin d'argent, de toute façon, ils sont pas là. Et puis quand t'en as, t'as plus besoin. Je suis en train de raconter des conneries. Maintenant que j'y pense, dans la dernière transaction, ils nous ont bien aidés. Ils m'ont bien aidé à acheter moi-même des actions Odoo. Donc en fait, moi, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais mon petit salaire, donc je pouvais acheter quelques milliers d'euros. Et la banque a accepté de me faire un prêt assez important, 1 million d'euros, pour que je puisse acheter des actions Odoo que je devais rembourser après 5 ans. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai pris un petit risque et là-dessus ils m'ont bien aidé parce que j'avais rien à mettre en liability à part mes actions et ils m'ont suivi. Tu parlais d'optimiser son temps avant de faire rentrer les vieux ordis dans le studio.
Comment on optimise son temps ? Si tu vois. Ça peut être de plein de trucs. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, il y a moyen de. Peu importe, on peut optimiser son temps. Mais comment on fait ? Alors, moi, c'est pour tout. Si je vais à la boulangerie, j'achète du pain et que je donne un billet de 20 €, si la serveuse est lente, je lui dis garde la monnaie, je pars. Ah bon ? Parce que j'ai pas envie d'attendre la minute où ça change. Ce qui est vache, hein. C'est beaucoup. Parce que si c'est une bonne serveuse. Ça, tout le monde peut pas le faire. Non, 20 €, peut-être pas 20 €, mais 5 €. Ce qui est vache, parce que ça aurait été une bonne serveuse rapide, je l'aurais peut-être pas fait. C'est pas sympa. Et pour tout, en fait, ça apprend à devenir productif dans tout ce qu'on fait, quoi. T'as un planning précis ? Non, pas du tout. Justement, j'ai pas de meeting quasiment pas. Je n'aime pas ça. Parce que ça m'interrompt dans la journée. Après, je vois plein de gens, mais c'est moi qui décide. Ça m'interrompt dans la journée. T'es à l'heure ? Aujourd'hui, j'avais 25 minutes de retard, mais c'est le train. Moi aussi. En général, je suis à l'heure. Comment tu arrives à élever tes 2 enfants ? Je vais juste revenir 2 secondes là-dessus, parce que c'est intéressant quand même, quand on a une aussi grosse boîte avant de faire rentrer. Comment est-ce que tu fais pour gérer l'éducation de 2 enfants avec toute cette charge mentale au bureau à côté ? Je pense que je les élève comme mes employés. C'est-à-dire beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité et les faire évoluer. Je pense que c'est la même chose que le leadership qu'on a en place chez Odoo. Si tu prends notre culture d'entreprise, ça va tourner autour de ça. Et je les élève de la même manière. Ils ont énormément d'autonomie. Je leur donne leurs responsabilités très vite. C'est les accompagner ? Oui, ou de leur donner beaucoup d'autonomie. À 3 ans, ils ont vendu des citrons tout seuls sur le bord d'une nationale. À 3 ans et 5 ans, aux États-Unis. Ah ouais ? Seul, alors c'est ma femme qui l'a fait, moi j'étais pas là, mais j'étais d'accord. 20 minutes, le temps qu'elle aille faire des courses, parce que comme elle était à côté, ils vendaient rien. Alors elle s'est dit, je vais vite faire des courses, et comme ça, voir des petits enfants sur la rue qui vendent. C'est tout seul ? Oui, genre les petits enfants. Oui, c'est ma femme qui les a, moi j'étais pas là. 3 et 5 ans, tu es sur le bord de la route ? Oui, pour vendre leurs citrons, parce qu'elle était à côté, ils vendaient rien. Après, c'est les États-Unis, c'est plus safe, non ? Ah non, pas du tout. En fait, je t'explique jusqu'au bout. Alors, je reprends l'histoire depuis le début. On vendait des citrons sur le bord en face de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fête ou il y a un truc ? Non, en fait, ma fille voulait s'acheter des chaussures fourrées. Et elle a dit, je veux des chaussures fourrées. Et on lui a dit, mais non, attends, on va pas t'acheter des chaussures. Si tu veux des chaussures, paye-les toi-même. Et j'ai pas d'argent. Alors, gagne de l'argent. Mais je sais pas comment faire. Débrouille-toi, vends des citrons, des machins. Et donc, ils ont été cueillir les citrons dans le jardin et des pomelos. Et les ont vendus dans votre jardin ? Dans notre jardin. Et puis, ils les ont vendus sur le bord de la terrasse. Parce que là-bas, c'est un peu plus la culture. Tu peux vendre de la citronnade. Voilà. Enfin, tu te mets sur le bord du... Ils n'en ont pas vendu beaucoup, parce qu'on était dans une petite rue, donc ils ont vendu aux 4 voisins, et puis après les 4 voisins, ils n'avaient plus envie d'acheter. Et donc on s'est dit, on va continuer, on va aller au Starbucks. Puis on va au Starbucks, ils prennent leur petite table, ils se font des petites affiches, ils viennent vendre leurs citrons. Mais tu leur apprends à gagner leur argent. Ouais. Et au Starbucks, ça vendait pas terrible, mais parce qu'il y avait la maman à côté. Donc les gens... Et donc elle s'est dit, mais c'est à cause de moi. Si je pars, je suis sûr qu'ils vont tous être sensibles à avoir des enfants qui vendent des trucs. Donc elle est partie faire ses courses. Ah, mais c'est même pas mis à 100 mètres avec des jumelles. Non, elle est partie faire ses courses. Ouais, elle stressait. Mais elle est partie 3-5 ans, c'est tout petit. On avait mis la voiture, elle avait mis la voiture avec les portes, comme ça ils pouvaient rentrer dans la voiture en cas de problème, parce qu'il y en a un qui avait peur des chiens. On avait peur qu'ils détalent sur le... Ah ouais, d'accord. Et donc on a dit, si t'as un problème, tu rentres vite dans la voiture. Elle avait mis tout un petit setup, et puis elle est partie faire ses courses. Et elle est revenue, elle les voit de l'autre côté de la route qui était là, maman, on a vendu à fond et tout ça. Et comme ils étaient là, ils ont vendu à fond. Et donc ma femme, moi j'étais en Belgique à ce moment-là, elle m'appelle, elle m'explique tout ça. Et elle dit, il y a même des gens qui ont pris des photos. Et je lui dis, ouais, mais aux États-Unis, s'ils te prennent des photos, c'est pour délation, aller voir la police parce que tu t'occupes pas, tu fais gaffe, quoi. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils laissaient les bébés dans la voiture, qui partaient en prison. Enfin, ils sont assez il faut pas laisser les bébés dans la voiture. Ouais. Ouais. Mais il s'est rien passé, ça s'est passé très bien. Et elle s'est acheté ses chaussures ? Non, elle a gagné 5-6 $, donc c'est pas suffisant. Et t'as pas rajouté ? Non. T'es complètement fou. Non, mais pour eux, c'est une histoire géniale. Ils s'en souviennent encore, quoi. C'est vraiment, si tu veux donner de l'autonomie, des responsabilités, c'est top, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais t'aurais pu dire, bon, écoute, t'as 5-6 $, je t'en rajoute 5-6 et t'as ta petite paire de chaussures. Et sinon, tu leur donnes, non, pas encore d'argent de poche, ils sont trop petits, là, 3-5 ans. Mais non, maintenant, ils sont plus vieux que ça, mais à l'époque, oui. Ah bah oui, maintenant, ils ont quel âge ? Maintenant, ils ont 11 et 13. Toi qui pourrais avoir de l'argent, tu dis que tu n'en veux pas dans le sens où tu veux pas vendre ta boîte, mais c'est valorisé 5 milliards. Est-ce que tu fais attention à ce que tu leur donnes pour pas trop les gâter ou est-ce que tu leur payes ce dont ils ont envie ? Non, ils ont équivalent, voire moins que d'autres familles, je pense. Ah ouais ? Ouais. Mais ils en ont pas besoin aussi. Tu n'as besoin que de ce que tu as comme habitude. Tu vois, quand on était en Inde, un truc qui m'avait choqué, c'est quand on est revenu d'Inde, j'ai envoyé mon fils à l'anniversaire, et puis j'ai vu
l'enfant dont cet anniversaire déballait tous ses cadeaux. Partout, il y en avait partout. Ça m'a choqué, parce qu'en fait, en Inde, on donne jamais de cadeaux. Tu vas dans les anniversaires, il n'y avait pas, ça se fait pas. Et là, tous ces cadeaux en plastique, je me disais, mais il va même pas jouer avec 20% des cadeaux qu'on lui offre. Et mes enfants ont été éduqués comme ça, donc ils n'en ont pas spécialement besoin, quoi. Donc quand ils te demandent quelque chose, tu leur dis non? Non, si, ça dépend. Ça dépend si c'est utile ou pas. Si Ils ils ont me demandent besoin- un ordinateur pour travailler, je vais pas hésiter une minute. Je leur fais un bon ordinateur. Mais... En fait, quand c'est du loisir, moins que si c'est pour le bosser. Non, comme tout le monde, je pense. S'ils veulent un téléphone, tu leur achètes un téléphone? Ah, ils n'ont pas de téléphone. Pas de téléphone, pas de télé, rien. Non, c'est vrai? Oui. Il n'y a pas d'écran? Oui, je pense que les réseaux sociaux et tout ça, je pense que c'est pas super bon pour les enfants. Pour la capacité à se concentrer et tout, c'est pas bon, quoi. Putain, c'est dingue. Alors, ils ont droit à 2 heures d'internet par semaine. Et alors, ils le font sur notre ordinateur. À 11 ans et 13 ans. Oui. Parce qu'il y en a qui ont des portables même plus jeunes maintenant. Oui, oui. Et ils n'ont pas eu de dessin animé petit? Ou si 2 heures? Si, oui, 2 heures par semaine. 2 heures par semaine? Oui. Parce que tu penses que c'est... Enfin, c'est pas bon d'ailleurs, c'est prouvé. Hein. Moi, je pense que c'est pas bon, oui. Je l'ai vu moi-même, à un moment, j'ai fait un peu... pour le marketing, je faisais pas mal de Twitter. Et je l'ai senti sur moi-même qu'en faisant 1 heure de Twitter par jour, à faire des posts et tout ça, et à lire les trucs, et scroller, lire et scroller, je sentais que ça m'avait te un rend peu pas malin. impacté, quoi. Ouais, ça te Ouais. rend pas... Et donc, moi, ça m'a fait peur pour moi-même, j'ai arrêté. Et maintenant, je fais LinkedIn, c'est pas beaucoup mieux, mais LinkedIn. un petit peu, oui. Je mettrai le lien de ton LinkedIn, si tu veux, Ouais. tiens, dans la description de la vidéo, si vous voulez suivre comme ça. Mais moi, mon Fabien, cerveau vous est pouvez voir. formé, quoi. Tu vois, et les enfants qui ont un cerveau pas formé, je pense que ça peut faire des dégâts, quoi. Et donc aujourd'hui, à 13 ans, ouais, c'est 2 heures par semaine, pas plus. Et ils sont pas sur les réseaux sociaux. Pour regarder des vidéos YouTube et des trucs comme ça. Oui, Hein. bien sûr, bien sûr. Il faut travailler, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, oui. Et non, mais c'est intéressant de comprendre l'éducation que tu leur donnes aussi. Et ils ont aucun compte sur les réseaux sociaux? Non. Ils ont pas le droit d'aller sur TikTok? Ouais, non, ils n'ont pas. Ils te demandent d'y aller, eux? Non. Ouais, C'est normal, non? Je sais pas. Non, non, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont. Ouais. C'est intéressant d'avoir ton recul et de voir un peu pourquoi. Est-ce que parfois ta femme te dit, tiens, quand même, une après-midi piscine avec les enfants, tu arrives à poser ton téléphone? Est-ce que toi, qui as 5500 salariés aujourd'hui, tu arrives à avoir l'esprit libre pour passer un peu de temps avec la famille? Ouais, je vais la faire courte parce qu'elle déteste que je parle d'elle. Mais en fait, elle est comme moi. C'est une travailleuse, entrepreneuse, elle a monté sa boîte, donc on est bien alignés et on fait... Et en fait, je suis assez libre, c'est-à-dire si j'ai envie de voir les enfants, je vais les voir. Il n'y a pas de stress avec ça. On passe suffisamment de temps. Non, mais est-ce que tu arrives, c'est plus dans le sens, est-ce que la charge mentale de quelqu'un qui gère une boîte qui valent 5 milliards aujourd'hui, tu peux arriver à poser ton téléphone 2 heures pour passer 2 heures avec tes enfants sans avoir à le regarder, ou t'es Oui, non, complètement. comme un militaire qui peut être en mission, qui peut être d'astreinte, pardon, ou un mec du GIGN, j'en sais rien, il est obligé de regarder tout le temps son téléphone pour être sûr que tout va bien, tu vois. Ouais, non, moi j'ai la chance que je travaille pas avec les clients, pas avec les externes, donc très peu de monde a mon numéro de téléphone. Tout ce que je fais, c'est travailler pour Odoo en interne chez Odoo. Améliorer le produit, améliorer nos processus internes. Et donc j'ai pas cette pression extérieure sur moi. On va faire rentrer, si tu veux bien, les ordinateurs. J'ai une petite question avant. Dernière, j'ai vu que tu parlais d'Inde depuis tout à l'heure. Tu as vécu en Inde et aux États-Unis. Oui. Tu es parti habiter pour Odoo. Oui. C'est vraiment pour la boîte. À chaque fois, la boîte stagnait un peu et il fallait la débloquer. Et donc, Tu pars combien de temps? aux États-Unis, c'est 3 ans et en Inde, 1 an. Alors, je suis pas vraiment parti 3 ans parce que je n'étais là-bas qu'un tiers du temps. D'ailleurs, l'histoire est assez marrante. Vas-y, raconte. Tu commences par quoi? États-Unis ou... D'abord, j'ai fait les États-Unis et après, j'ai été en Inde. Tu pars où aux États-Unis? C'est San Francisco. Et donc, c'était en 2016. La boîte à San Francisco a arrêté de grandir, donc je dis à ma femme, là, il faut qu'on aille les aider. Il va falloir que j'y aille 1 an. Et puis, le visa prend quelques mois. Et au bout de ça, au bout du visa, on est prêt à partir. Quelques jours avant, je dis à ma femme, désolé, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, on est au bord de la faillite en Belgique. C'est pas le moment de partir. Si je pars maintenant, ça va être la catastrophe. Je dois rester, mais vas-y, je te rejoins. Donc elle prend les 2 enfants, 1 an et 3 ans, et elle part aux États-Unis les 2 premiers mois. Pour toute seule. toi, au départ? non? Bah, pour elle aussi, elle avait Oui. envie de voyager aussi. Donc elle n'était pas contre. Hein. Mais elle se retrouve à partir seule avec les enfants. Quoi. Elle est compréhensive. Hein. Oui, elle a adoré. Pour elle, c'était une bonne expérience. Et moi, j'ai jamais vraiment pu y aller, en fait. J'ai été un tiers du temps. C'est-à-dire que j'allais là-bas 6 semaines, je revenais 3 mois en Belgique, 6 semaines là-bas, 3 mois en Belgique. Et je faisais ça pendant 3 ans. Et ça m'a tué. Puis après, je me dis, je veux plus voyager. Ah, wow. Et t'as aimé les États-Unis? Moyen. Pas trop. Pourquoi? Par exemple, si tu compares à l'Inde, paradoxalement, la pauvreté aux États-Unis, elle m'a choqué. À San Francisco, tu es en jambes des gens, tu te demandes s'ils sont morts.
Ils sont exclus de la société, quoi. Moi, je me rappelle d'une cliente qui m'avait engueulé parce que je donnais à manger à un pauvre dans la rue. Elle me dit, mais pourquoi tu lui donnes à manger? De toute façon, ils sont tous drogués. Et ça m'a choqué parce qu'en fait, ils font pas partie. Et là où en Inde, où tu as beaucoup de pauvreté, ils font partie de la population, on les aide, ils sont en permanence, on discute avec eux tout le temps, c'est beaucoup moins... l'intégration est beaucoup mieux, quoi. T'as vécu quand en Inde? Je suis revenu il y a un an. Ah oui, donc tu y allais il n'y a pas longtemps. Oui. Parce que là, il y avait moins besoin que tu sois là en Belgique, ça fonctionne bien. Oui. Donc du coup, tu es parti pour développer le fonctionnement. Pareil, la société indienne, elle est restée bloquée. C'est la première société que j'ai créée, donc c'était déjà un paquet de temps, 17 ans, en plus de la Belgique. Et elle est restée bloquée à 200 personnes, 200 employés. Et c'est pas normal pour Odoo, normalement chacune de nos filiales, elles grandissent. Elle est restée bloquée comme ça pendant 6 ou 7 ans. Et je me suis dit, bon là, il faut que j'y aille. Et j'ai été 1 an là-bas. C'est quoi la plus grosse différence avec la culture européenne que tu as vue en Inde? C'est hyper social. Mais hyper social. Par exemple, ce qui est frappant, c'est que tu es dans la rue, tu as un feu ou un passage à niveau pour le train, tout le monde descend de sa mobilette et il commence à causer. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je suis dans tel business. Et on cause tous, quoi. Et ça dure combien de temps, le feu? Le temps que le train passe, et puis ou même des petits feux 5 minutes. Ils sont là, ça va, et toi? Et tu discutes tout le temps. Puis tu rentres en Belgique, tu es là devant le feu, et tu te dis, surtout, je regarde pas à gauche, parce que s'il voit que je le regarde, il va se dire bizarre. Et là, tu te dis quand même... Et il manque quelque chose, quoi. Ouais. En Inde, c'est tout le temps comme ça. T'as aimé l'Inde? J'ai adoré, moi j'aurais pu rester. Si c'était perso, je serais resté. Ah waouh! T'étais où en Inde? Dans le Gujarat, c'est dans l'ouest. D'accord. Après, c'est trash. Hein. Il y a beaucoup de Français ou de Belges qui reviennent, d'Occidentaux, on va dire, sont choqués par ce qu'ils ont vu avec la pauvreté. En fait, il y a la moitié. Ça dépend comment tu le vis. Si tu y vas en tant que touriste, tu vas être choqué. Tu vas voir la saleté dans la rue, la pauvreté, etc. Si tu vis avec eux, la pauvreté, si tu comprends qu'en fait la rue c'est sale parce que tu mets toi-même tes déchets dans la rue parce que tu donnes à manger aux animaux, tu vis avec des vaches et des chiens et des singes, et donc tu vas mettre toi-même ta nourriture dans la rue, et c'est pour ça que la rue est dégueu et qu'il y a des bouses partout. Et en fait, quand tu vis comme ça, c'est vachement chouette. Et c'est l'inverse, quand tu rentres en Belgique, tu te dis mais tout est bétonné, il n'y a plus un oiseau, il n'y a plus rien. C'est presque choquant dans l'autre sens. Ah ouais. Et t'habitais où? T'avais quand même pris dans un appart comme tout le monde, quoi. Ouais. J'avais l'eau courante 3 heures par jour, c'était parfait. J'avais l'électricité et tout, hein, c'était bien. Et tu serais resté? Parce que la gentillesse des gens t'a marqué? La mentalité est géniale, c'est une mentalité d'entrepreneur. Tout est possible là-bas. Et la croissance qu'on a faite avec Odoo, elle m'a surprise moi-même. On est passé de 200 employés à maintenant, ils sont 1400 en 18 mois. Quoi. Parce que tu étais là-bas? Alors c'est eux qui ont fait le boulot, c'est pas moi, mais j'ai décoincé pas mal de choses. Mais tout est possible là-bas, c'est des fous, quoi. Et c'est gai de travailler dans cet environnement où on y va, quoi. On est tous motivés, on veut y aller. C'est joyeux? C'est super joyeux, ils font la fête tout le temps, j'en pouvais plus. J'étais invité partout à la fin, je disais j'en peux plus. En plus, ils dorment pas, ils ont un vrai problème de sommeil. C'est-à-dire ils dorment pas assez d'heures. Même les enfants, ils ont trop peu d'heures. Donc moi, le matin, par exemple, à 6h30, j'avais la voisine qui faisait tang, 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 tous leurs assiettes sont en métal. Et donc quand ils font leur gingembre ou je sais pas quoi, ils vont dang. Et donc à 6h30, t'es là, ou même avant, 6h, t'es là. Et puis ils font la fête jusqu'à tous les jours. Parfois, il y a des mecs qui arrivaient dans la maison à minuit, 1h. Ding dong, ah ça va, je viens prendre le thé. Et minuit, quoi. Et pour eux, c'est normal, quoi. Ils se pointent comme ça. Le rapport social est différent. Le rapport social est super là-bas. Tu vois, chez Odoo, la plupart des employés là-bas n'ont pas de voiture. Ils ont pas certains ont des mobylettes, certains n'ont rien du tout. Et donc, quand il faut sortir du bureau, il y a une vague de gens qui sortent. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire plus de 200 mètres sans se faire prendre en mobylette ou quoi par un collègue, quoi. Oh là là. Tu vois un gars, même si tu le connais pas, qu'il a 5 à Odoo, tu le prends et tu viens avec moi, on y va, quoi. Parce que tu n'as pas ailleurs. Il y a de l'entraide. Ouais, beaucoup. Est-ce que ça t'a changé humainement pour le recrutement chez Odoo? Est-ce que le fait de voyager, de voir d'autres cultures, ça t'a changé quelque chose en toi? Alors, ça m'a beaucoup. L'Inde m'a beaucoup aidé parce que j'ai dû faire des raccourcis. J'avais qu'1 an sur place pour tout changer, donc j'ai pris beaucoup de raccourcis. Et avec un mode tout est faisable, et toutes mes petites contraintes européennes, je les ai laissées tomber. Et ça m'a permis d'aller encore plus vite que... Alors, je suis quelqu'un qui va vite, hein, mais aller encore plus vite que d'habitude. Par exemple, je suis arrivé là-bas, il y avait 3 recruteuses. Et moi, mon plan, c'est recruter 1000 personnes en 1 an, et les former, faire des team leaders, etc. Avec 3 recruteuses, tu peux pas, quoi. Et le problème, c'est que recruter un recruteur, ça prend 3 mois, le former, ça prend 2 mois. Mon année, elle aurait été bouffée tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des commerciaux. Allez, toi, t'es bon, viens, tu vas faire du recrutement, des consultants. Toi, tu vas faire les interviews. Et j'ai changé. Et en fait, tout le monde était au lit. T'as mis plein d'ingrédients dans la mayonnaise et ça. Non, j'ai changé des gens de place. J'ai dit, toi, tu fais de la consultance, t'as pas envie de faire du recrutement? Oui, on va faire du recrutement. Parce que tu ferais pas ça. En Belgique, je prendrais pas un développeur, je lui dis, tu vas me faire du recrutement pendant 6 mois, il va me regarder avec des yeux.
Et pour plein de choses comme ça, j'ai laissé tomber toutes mes barrières. Ça m'a permis d'exécuter beaucoup plus vite que d'habitude. Et alors, je sais que tu ne recrutes pas de manager, tu dis, ou de directeur, même en Belgique. Non, jamais. Jamais de team leader, jamais de directeur. La seule manière de devenir un team leader chez Odoo, c'est d'être le meilleur d'une équipe. En gros, on fait que monter les gens par le bas. Pourquoi ? Parce qu'on a une culture d'entreprise qui est hyper forte, qui est basée sur le mérite, sur le savoir-faire. Et je ne veux pas engager des directeurs externes qui viennent avec leurs habitudes, leurs trucs. Ça peut... T'es bon, tu montes. C'est bon, tout le monde. Et en fait, c'est lié à notre mode de management. Ce que j'attends d'un directeur, c'est pas de manager des gens. Ça, je m'en fous. Je veux pas qu'il fasse des budgets, des plannings, des trucs. Il n'y a pas ça chez Odoo. Il n'y a pas de reporting. Je veux pas. J'ai pas besoin des directeurs qui font ça. Parce que la seule chose que j'attends d'un team leader, c'est de faire monter son équipe. Je dis, tu as une équipe de 10 personnes, fais qu'elles deviennent meilleures. Si c'est des devs, tu les fais devenir meilleurs développeurs. Si c'est, tu les fais... Et la seule manière de faire que ton équipe devienne meilleure, c'est que tu dois être meilleur que toi-même. Tu peux pas apprendre à un développeur d'être un meilleur développeur si tu n'es pas le meilleur toi-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce système où on fait que la promotion des meilleurs pour devenir des team leaders. En 2022, vous avez une idée originale pour recruter des développeurs. Je vous mets la photo à l'image. Là. Vous avez envoyé des casse-têtes à résoudre. Oui. C'est quoi cette histoire ? On avait du mal à recruter des développeurs. Il n'y en a pas assez en Belgique. Donc, ce qu'on a fait, on a été sur un site qui s'appelle GitHub, où là, c'est un site communautaire où tu as tous les développeurs, pas mal de développeurs. On a pris le top 1000 des développeurs qui contribuent le plus sur GitHub. Et on leur a envoyé... mais on n'avait pas leur adresse. Donc on a envoyé, on a fait le lien avec leur compte LinkedIn et on leur a envoyé à leur société, à leur nom, un cadeau. Et le cadeau, c'était un casse-tête, parce que les développeurs, ils aiment bien les casse-têtes. C'était une boîte qu'il fallait arriver à ouvrir. Et puis quand tu ouvrais la boîte, il y avait tout un challenge où tu devais hacker notre site web sur odoo.com, etc. Et c'était génial. Les développeurs ont adoré, ça a fait plein de bruit. Et leurs managers ont détesté. Après, ça a fait plein de bad buzz aussi, parce qu'il y avait toutes des entreprises qui disaient, moi j'avais 10 développeurs, ils jouaient au casse-tête Odoo toute la journée, je voulais qu'ils bossent et tout ça. Et ça a marché, tu as eu des bons profils ? Ça a super bien marché, oui. Ça a très très bien marché et en fait c'est parce que nous, j'ai jamais voulu faire de chasseur de tête. J'aime pas démarcher, tu vois, appeler les gens, venez travailler chez nous pour débaucher des gens. J'ai jamais voulu le faire. Moi j'ai toujours vu le recrutement comme du marketing. On montre qu'on existe. Et c'est ce qu'on a fait avec ces casse-têtes. On a dit regardez, on existe. Vous postulez si vous voulez, mais on existe. On vous fait un petit cadeau, quoi. Alors, il y a un simulateur de salaire, si vous allez voir, sur odoo.com, je vous le mets, je vous mets le lien, et job, /fr, etc., /jobs. Et en fait, tu peux voir les avantages en nature, les modèles de voitures de fonction, les assurances, les chèques repas, le 13e mois. C'est-à-dire que maintenant que tu as réussi à faire une boîte qui fonctionne bien, où tu as fait rentrer du cash, tu redistribues vachement. Ça, et puis c'est surtout que mon objectif sur les salaires, c'est que les gens sont libres de prendre ce qu'ils veulent. Tu vas avoir des gens pour qui la voiture est très importante. Ils vont prendre une grosse voiture. Mais du coup, ils auront un plus petit salaire. Ou d'autres qui disent, moi, je veux un gros salaire parce que je veux acheter une maison. Mais alors, je prends une plus petite voiture. Et on a fait tout un configurateur où tu fais à la carte. Ou plus de jours de congé. Tu as un plus petit salaire, mais ou à moins de jours de congé, tu as plus de salaire. Et c'est assez facile de s'inscrire sur Odoo si vous nous regardez chez vous, vous nous écoutez, vous avez une PME, vous voulez essayer juste un module rapidement, déjà pour voir si ça marche. Ouais, il faut le faire, il faut tester, vraiment cool. Hein. Tu vas sur odoo.com, tu démarres, et tu crées ton site, ou tu lances ta compta, ça marche tout de suite et c'est gratuit pour démarrer. Donc. On voit qu'avec la passion que tu as, on imagine que le produit est bon parce que tu as tellement mis de cœur et d'amour dans ce que tu fais que ça doit être... Ouais. Et c'est pas pour rien que il y a plein de choses à améliorer, mais moi je suis assez fier de ce qu'on a fait là pour l'instant. Allez voir, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Donc dans la description de ce podcast audio, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, merci de faire de Légende premier podcast de France. Je vous mets dans la description le lien comme ça, c'est plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis si vous avez une PME pour essayer des solutions, il y en a 40 000, il y a 300 ou 400 applications qui ont été développées qui permettent de tout faire. Donc on disait du mailing, si vous avez besoin même de créer un site internet, si vous avez besoin de gérer les bulletins de paye, la gestion, les CRM. Voilà, gérer un restaurant, tout type de business. Ouais, peu importe la boîte en vrai. Tu as vraiment fait... C'est quoi la boîte la plus improbable que tu aies qui utilise Odoo ? Alors, on a de tout. Mais ma femme a été consultante Odoo aux États-Unis. Je peux te dire les clients qu'elle a eus. Elle a fait un orphelinat. Donc, gérer les enfants, quoi, les vaccins, les trucs et tout ça. Elle a eu un vendeur de LED. Elle a eu une épicerie mexicaine. Un gars qui gérait 6 épiceries au Mexique. Et d'ailleurs, qui s'est fait braquer quand il a mis Odoo. Ah bon ? Oui. Donc, ma femme était responsable. Parce qu'en gros, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas assez de consultants aux États-Unis. J'ai dit, je sais bien que c'est pas ce que tu fais, mais j'ai besoin d'aide. Il faut que tu m'aides. Elle est venue 6 mois consultante pour m'aider à débloquer parce que j'avais pas assez de gens pour les projets. Elle s'est retrouvée avec cette épicerie mexicaine parce qu'elle était belge. On lui dit, t'es belge, tiens, prends ce projet. Sauf que c'était un belge néerlandophone, elle est francophone. Soit, elle l'a quand même implémenté. Et le projet a très bien marché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les employés ne pouvaient plus piquer dans la caisse. Parce qu'il y avait tout sous contrôle.
Et ce qu'un des employés a fait, il a organisé un faux hold-up, un faux braquage. Et donc ma femme a appelé le gérant en disant pour faire le suivi, une fois qu'il est passé en production, ça va. Et le gérant lui dit écoute, ça marche super bien, j'ai tous mes stocks sous contrôle, etc. Mais ça marche tellement bien qu'ils ne peuvent plus piquer dans la caisse. Et je viens d'apprendre qu'un de nos employés organise ouais. On doit repousser notre appel parce que la police est là. Et c'est des trucs comme ça. Oui, donc tu as vraiment des gens partout. Vraiment de tout, quoi. On fait des ONG, on fait par exemple la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, WWF, enfin toutes les plus grandes ONG. Et c'est quoi une des plus grosses boîtes qui utilisent Odoo? Tu peux avoir du Danone, Toyota. Le plus gros, c'est tout le gouvernement au Portugal. 150 000 utilisateurs. Putain. Ils font tout, les professeurs pour les écoles, la gestion des cimetières, les infrastructures des routes, tout. C'est très pratique. Nous, on l'utilise vraiment pour les gens. Pour le coup, c'est vraiment notre logiciel de compta. On utilise Odoo sur plusieurs applications, je sais, qui gèrent les fournisseurs, etc. Donc, félicitations pour ça. Pour terminer, tu es d'accord pour qu'on fasse rentrer quelqu'un? Oui. On va faire rentrer Manuel. Manuel qui a une association de rétro gaming et il a pas mal d'ordinateurs, mais notamment les premiers qui ont existé. Il va nous montrer ça sur le plateau. C'est parti. Allez, on a Manuel qui vient de rentrer sur le plateau. Bonjour Manuel. Bonjour. Manuel, t'es informaticien? Je suis informaticien, oui. T'es informaticien et t'es passionné surtout d'ordinateurs rétro, de tout ce qui est gaming, mais ancien? C'est une passion dévorante même. Donc là, t'as ramené 4 ordinateurs. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est avec plaisir. T'es venu avec 4 pièces. Alors, on va les expliquer les unes après les autres. Là, c'est pas du gaming. C'est pas du tout du gaming. C'est presque pas de l'informatique. Si on est sur le Minitel. Tout le monde en a eu dans son foyer. Alors, pas forcément tout le monde aujourd'hui. Moi, j'en ai pas vu. En Belgique, il n'y en avait pas. En fait, c'est un peu l'ancêtre d'Internet. C'est juste avant Internet en France. Ça ressemblait à quoi, du coup, là? Comment ça s'ouvre? Eh ben, on appuie. Alors, il y a différents modèles. Hein. Mais ça, c'est parmi les premiers. Donc, on appuie, on l'allumait. On était connecté à l'autre bout au service de France Télécom. C'est un peu comme une télé. Avec, tu sais, c'est du télétexte. Du télétexte. C'est exactement ça. Putain, on avait à l'époque du télétexte. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait du télétexte. J'essaie de vous mettre une image, là, si on arrive à en trouver une, mais on appuyait sur le bouton de la télécommande et tu avais des textes, tu avais les programmes télé, c'était horrible. Tu te rappelles de ça ou pas, non? Non. T'as pas connu? Non, il n'y avait pas de Minitel en Belgique, je pense. Ou en tout cas pas dans les foyers. Voilà, il y en avait beaucoup moins. Je pense qu'en France, ça a été subsidié par l'État, d'ailleurs. C'est ça, ils l'ont distribué gratuitement dans tous les foyers. C'était gratuit? C'était gratuit. L'État a sponsorisé le Au départ. Je crois que c'est jamais arrivé. Au départ, c'était gratuit. Après, il y avait un abonnement. Donc ça, c'est le Minitel. C'est le Minitel. On va montrer le deuxième objet maintenant, d'accord? D'accord. Parti. Allez, deuxième objet. Alors là, je reconnais une pomme. Oui, c'est une pomme. Celui-ci, c'est un modèle de 89. De 89? 89. On était sur des prix qui cassaient le marché quand ils l'ont sorti. 2500 $. Donc, c'était pas très cher par rapport à tout ce qui était PC classique, IBM compatible à l'époque. Donc, ils sont arrivés avec un produit complet, avec une souris, un logiciel qui marchait très bien. C'est ce qui a fait sa renommée, après l'Apple II, etc. D'accord. Donc ça, c'était utilisé pour quoi, en gros? Ça servait à quoi? C'était des privés qui avaient ça? C'était les boîtes? C'était pour de la compta? Alors, au début, c'est plutôt les entreprises qui avaient les moyens d'investir dans l'informatique. Et justement, en arrivant fin des années 80 avec des ordinateurs qui sont un peu plus accessibles, l'informatique a pu rentrer dans les foyers. D'accord. Mais donc ça servait à quoi? Il y avait quoi comme logiciel dessus? On avait du traitement de texte, ouais. Essentiellement, ouais. Des tableurs, qui était très important pour les entreprises. On avait Photoshop. Les Photoshop, là, non? Les premiers Photoshop sont sortis sur tu pouvais retoucher des photos sur ça? On pouvait retoucher des photos. Putain, c'est génial. Et là, l'écran est noir et blanc. Donc tu retouchais des photos en noir et blanc, en fait? C'est ça? On retouchait les photos en noir et blanc, oui. Ah, waouh. Alors, celui-là, il marche ou pas, par exemple? Alors, celui-là s'allume. Il est en cours de restauration. J'ai pas terminé, hein. Ouais. Encore du boulot. Quand tu dis en cours de restauration, c'est qu'il marche pas. Voilà. C'est pour pas dire qu'il marche pas, c'est les mecs qui ont des voitures de collection qui disent en cours de restauration. Il n'y a pas de moteur, mais... Alors, les restaurations sur des machines qui ont 35-40 ans, ça peut être très très long. C'est des chantiers qui peuvent durer plusieurs années parfois. Alors, combien ça se revend d'occasion? Cette machine-là, certains les achètent en panne pour faire de la déco, entre 400 et 600 €. Ah là là, ok. Voilà, il y a tous les prix. Quand même, hein. Et la pomme était à l'époque colorée, c'est ça la différence? Elle était colorée, oui. Apple était... et on disait Mac, enfin après c'est devenu Mac, on dirait C'est devenu Mac par la suite. C'était Macintosh. On avait un Macintosh. Merci pour cet objet. T'en as encore 2, je crois. Hein. Oui, tout à fait. T'en as 2 autres, dont un qu'on va allumer, vous allez voir, c'est parti. Allez, autre objet. Alors, si me dit quelque chose, mais ça c'était pour les jeux, non? C'était, oui, beaucoup pour le jeu en vrai. Hein. C'était Amstrad. L'Amstrad. Celui-ci, c'est le premier modèle, le 464. On mettait la cassette.
Il y avait une pour pouvoir cassette lancer les jeux. du même format Cassette que les audio. cassettes audio pour jouer. Tout à fait. Et tu devais faire play, attendre les 60 minutes que la cassette enregistre dans la mémoire, et puis tu pouvais jouer. Et retourner la cassette, non, il y avait Oui, les il deux. y avait les- une cassette double face. Ouais, tu devais lire la cassette à fond avant de pouvoir jouer. Et à chaque fois que tu redémarrais la console, ça repartait à zéro. Ah oui, on a le bouton, on éteint, c'est fini. Il n'y a pas de sauvegarde de jeu, il n'y a rien. Il n'y avait pas de carte mémoire. Non, Comme sur PlayStation, la PS, il y avait. non. On n'avait pas ça. Putain, On n'avait ouais. pas ça. Il fallait finir la partie. C'était du noir et blanc ou couleur? Alors celui-ci, c'est couleur. Et c'était quoi le type de jeu qu'il y avait dessus? C'était très basique. Ah, il y avait tout, hein, des jeux de F1, des jeux de foot avec des kick-offs, des choses comme ça. Vraiment, il y avait une Logitech incroyable. Il s'en est vendu quand même en France près d'1 million. 1 million? Ouais, 1 million Il est d'exemplaires. Ok, C'est- c'était quand même très répandu. Et ça, c'était en 84. Tu vas nous montrer un dernier objet, si tu veux bien, Tout à fait. Manuel, et qui marche cette fois-ci. Tu vas le faire fonctionner sur le plateau, on va le brancher. Je sais pas ce que c'est, toi non plus, hein, Fabien. On va l'allumer, on va voir, c'est parti. Alors, on vient de faire rentrer un dernier ordinateur, c'est un Atari. Oh là là, incroyable. Ça rappelle tellement de souvenirs. Ah, énormément. J'ai pas connu l'Atari, mais ça rappelle des souvenirs, les écrans cathodiques. Et... Atari, c'est quoi? C'était une console? Un Atari, ordinateur? Atari, il a commencé avec les consoles, les bornes d'arcade même. Il a sorti les consoles Atari 2600, etc. Et ils ont sorti des ordinateurs. On voit qu'il y a des joysticks, des manettes, etc. Et alors, c'est assez marrant. Ça, c'était la souris de l'époque. Donc, déjà, regardez, la souris, on dirait un Cybertruck Tesla. Ah bah, il Tu vois ce que je veux dire, un peu il s'est sans doute inspiré. Hein. Et donc, ça, c'est les vraies souris de l'époque. C'est la Tu souris. enlever la d'origine. boule, là aussi. Où il y avait. Attends, je te laisse faire. Comme ça, non? Ouais, il y avait une boule à C'est l'intérieur. la boule qui fait tourner. Ouais, il fallait nettoyer tout le temps avec un couteau Tu te retrouves avec plein de poils dedans. les Ah petits oui, trucs, parce que sinon, ça tournait plus bien. On n'arrivait plus. Quand on jouait, surtout, on n'était pas précis. La souris passait de gauche à droite, etc. Et donc, ça, c'était. Donc, quelle année tu as dit? Alors ça, c'est 85, l'Atari ST. 85. Ok. Donc là, c'est quoi? Tu viens d'envoyer un jeu? Je viens d'envoyer un jeu. Un jeu via une disquette. Hein. Voilà. Alors, les disquettes, Oh là là. ça ressemble à ça. Tu te rappelles, Fabien, ça? Oui, alors moi, je faisais des trous dedans. Pourquoi tu fais des trous? Donc ces disquettes-là, c'est 720 kilobytes. Mais en fait, si tu faisais un trou là, elles étaient capables de faire 1 méga 4. Pourquoi? Ben, ils vendaient la même disquette pour le 720 et le 1 méga 4. C'est l'appareil qui disait ah, ça, c'est une simple densité ou double. Ah, waouh! Donc Et tu en faisais fait, le c'était trou une et tu chose. tu doublais le truc et elle coûtait moins cher. Incroyable. Ok. J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, ça, c'était une disquette qu'on avait tous à l'époque. Ça permettait de sauvegarder. Et tu m'as dit un truc très juste à l'heure. Tu m'as dit, c'est encore aujourd'hui l'emoji qui sert à enregistrer la disquette. Ouais, alors que les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais vu une disquette. Et donc là, on est sur un jeu de quoi? Là, c'est un jeu de voiture. C'était pas mal. Oui, on avait des jolis graphismes hein, pour l'époque. C'était incroyable. Hein. Attends, bien sûr. Attends, mais on dirait pas du tout un jeu de 1985. C'est incroyable. Hyper stylé. Donc là, il est en train de se charger, c'est ça? Là, il est chargé. On pourrait jouer. Ah bah vas-y, tu veux nous montrer? Juste pour qu'on voit les graphismes pendant le jeu. Donc, c'est un jeu où il fallait passer des étapes dans un temps déterminé. Ouais, c'est un jeu de rallye, quoi, comme un jeu de rallye. Il y a un petit temps quand même de chargement. Évidemment. Hein. Ça fait 1h30 qu'on y est pour. On a coupé au montage, mais. Ah waouh! Pour l'époque et tout, c'était quand même assez rapide. Hein. Oui, j'utilisais des techniques de développeurs, vraiment, pour pouvoir afficher beaucoup plus de couleurs, parfois, hein, pour pouvoir donner ces effets de rapidité. T'es bon, hein, tu t'es entraîné, hein? Sans regarder, le gars, en fait, il a mis une démo, il nous fait croire qu'il joue depuis tout à l'heure, il lâche le joystick, ça continue à avancer. Putain, t'es balèze, hein? C'était mon jeu de prédilection. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était super Manuel. On a pu voir un peu à quoi ressemblaient les jeux vidéo. Donc ça, c'était 1985 avec l'Atari. Ouais. Merci beaucoup. T'as une association, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je fais partie de 2 associations. La première, c'est la WDA. Là, on est purement dans la sauvegarde du patrimoine numérique. Et la deuxième association, c'est Games & Co. Et là, Games & Co, on a un musée qui est dans le 91 à Étréchy. On a des îlots par éditeur, Nintendo, Xbox. On a une collection permanente en exposition. Merci en tout cas Manuel d'être venu. Plaisir. Ça, voilà, gros fan de jeux. Ça te rappelle un peu de souvenirs ou pas? Moi, j'ai commencé à développer là-dessus. Je développais des jeux sur l'Atari. Donc ça te rappelle des Ah, souvenirs? c'est plein de souvenirs. J'aimais bien jouer, je programmais aussi des jeux. Et j'aimais bien craquer les jeux. C'est ça. Ils avaient des mots de passe, et moi, je les désassemblais pour les craquer. Merci en tout cas Manuel, merci d'être venu. Allez, pour terminer l'émission avec Fabien, je vais te demander si tu veux bien. On a pensé on a vu ça sur Internet en fait, avec Georges Saint-Pierre qui faisait ça, champion de MMA qu'on a reçu, où il lui demandait de redispatcher $1 million. On a trouvé ça intéressant, on s'est dit tiens, imaginons
de demander ça à quelqu'un qui a réussi comme toi, qui a su gérer, manager de l'année 2020, c'est ça, hein, j'ai eu, qui sait gérer une grosse boîte. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million d'euros aujourd'hui et que tu n'avais rien? Plus rien. D'accord. On imagine que tu n'as rien du tout, tu n'as pas de maison, tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien du tout, d'accord? Tu pars à zéro, par contre tu as des enfants. Tu gardes ton schéma familial, une femme, 2 enfants, mais tu n'as rien. Tu as 1 million d'euros, donc on a des billets de cinéma. On remercie Jean-François Lemaire qui bosse dans le cinéma, qui nous a prêté d'ailleurs des faux billets. Donc c'est 50 000 euros par liasse, tu peux évidemment la couper en 2. Qu'est-ce que tu ferais et comment tu redispatcherais? On a mis 5 catégories. On a mis loisirs et vacances. Donc c'est au sens très large. Hein. Ça peut être aussi voilà, loisirs, tous les types de loisirs, les kiffs, en fait, les plaisirs. Investissement au sens très large. Après, tu pourras spécifier. Immobilier, pareil. Voiture, évidemment. Et l'école pour les enfants, on va dire tout ce qui est éducation, frais pour les enfants. D'accord? Comment est-ce que tu redispatcherais si tu gagnais aujourd'hui au loto 1 million d'euros? J'y vais? Oui. Alors, je vais commencer par le plus facile. École et enfants, c'est le plus important. 500 euros. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher en Belgique. L'éducation est gratuite, donc à mon avis, 1 000 euros pour l'année, je vais m'en sortir. D'accord. Vacances et loisirs, il va me falloir une voiture. 20 000 euros. Très bien. Hop, Oui, c'est pas un billet de 2 000 10. liasses, quoi. Exactement, 2 000 liasses, ouais. Vous avez été sympa quand même, 1 million d'euros, je peux y aller là. Ouais, tu peux quand même te faire plaisir. 1 million d'euros. Immobilier, ça m'intéresse pas. Pourquoi Alors, il y a immobilier pour vivre. J'ai une maison ou j'ai pas de maison? Non, tu n'es pas propriétaire. Ah oui, mais je vais louer. Mais donc, il faut quand même que tu payes un loyer, Je vais louer. effectivement. Une femme, 2 enfants. Une femme, 2 enfants, en Belgique. Je sais pas combien on est, 5... Allez, 7-8 000 euros pour l'année. 7 000. C'est déjà gros, même. 7 000 pour l'année, c'est pas non plus... Ouais, mais je vis dans des villages, moi, je suis pas à Paris. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vacances Donc, et 800... Attends, ok. Donc, petit loyer, tu mets pas beaucoup dans l'immobilier. Non, je loue. Je Ouais. louais, parce que si... Ah. En gros, mon objectif, si je redémarre, ça va être ça, c'est investir. Et investir dans moi, recréer quelque chose, une société, etc. Où là, je vais mettre quasiment tout, d'ailleurs, on peut y aller, hop, boum. Par contre, il va me falloir un petit peu de vacances et loisirs, notamment le resto et des choses comme ça. Ça, c'est quand même... C'est ton kiff Les vacances, pour moi, on fait des randonnées dans les Alpes, ça me va très bien. Donc c'est surtout si je démarre, je vais pas perdre de l'argent là-dedans. Bon, je peux pas diviser le billet, mais on va mettre 500 euros quand même. Ah non, attends. Ça, c'est Non. ta répartition. Ah, je vais mettre un peu plus parce qu'avec les restos, j'ai... Mais pour les vacances, oui, 500, j'ai assez. D'accord, donc ça, c'est ta répartition globale. Bon, l'idée, c'est la suivante, c'est que bon, les enfants, c'est super important, mais on a la chance que ça coûte pas cher, l'éducation. C'est une chance, hein, parce que C'est c'est pas dans tous les pays. Hein. Et en plus, ça va être qualité. Il me faut une voiture pour vivre, donc j'ai pris 20 000 euros, je me dis qu'on a une bonne voiture avec ça. C'est déjà une très grosse, en fait, hein. C'est déjà une bonne, presque neuve. Le reste, en fait, j'optimise, je focalise sur tout ce que je veux faire. Alors, Ce attends, qui compte, ça va être de créer quelque chose, c'est les investissements. donc c'est quoi tes investissements? Parce que immobilier, on a compris, c'est juste pour dormir, habiter, Dormir. dans une location. Ouais. Et ça, c'est juste pour manger au restaurant, de faire des petits Ouais. kiffs. Ouais. Mais ça, c'est quoi concrètement investissement? Si Alors on doit là, rentrer dans le... Moi, ça va être de créer une société, construire quelque chose, faire quelque chose d'utile. 1 million d'euros, tu peux déjà, sur l'année, 10 personnes, si tu ramènes du revenu assez vite, sur 300 000 000 euros la première année, mais il faut aller vite, tu peux tenir, je viserais 7-8 employés pour démarrer. Et tu trouves une idée de business et tirer. Je trouve C'est une ce que idée tu de ferais business demain que si j'aime bien t'avais- faire et je ferai ça, ouais. D'accord, merci beaucoup. C'est étonnant, je ne m'attendais pas à ce que tu mettes autant sur investissement. Je pensais à une répartition un peu plus globale, mais on voit, ça c'est un peu finalement l'équivalent de ta vie. Oui, focus. Je fais un truc et j'y vais à fond. Ok, donc en fait finalement tu t'es concentré effectivement sur le travail. Peu d'argent dans les loisirs et les vacances, mais quand même... Parce que tu m'as dit que je redémarrais. Aujourd'hui, j'en fais un peu plus, mais si je démarre, oui, j'y vais à fond. Est-ce que toi qui as une société qui est valorisée 5 milliards, aujourd'hui, est-ce que tu as raté des moments de ta vie avec tes enfants? Non, rien du tout. Je regrette rien. Il y a eu des moments où j'étais pas présent, mais je pense que ça les a développés aussi. Ils sont formés. Je regrette vraiment rien. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de te rencontrer, de faire l'émission avec toi. Fabien qui a créé Odoo. Voilà, je vous mets les liens si vous voulez aller voir dans la description, si vous voulez vous inscrire. Tu disais que c'était hyper rapide en plus. Vous allez pouvoir choisir vous allez avoir 40 000 applications pour gérer vos sociétés, qu'elles soient petites, moyennes ou très grandes d'ailleurs. Vous pouvez gérer, vous avez tous les outils pour. N'hésitez pas à aller voir. Tu recrutes aussi parfois ou pas? Or que 2500 personnes dans les 12 mois, là. Non, c'est vrai. Oui.
Bon, bah, je vous mets pareil le lien du recrutement. C'était pas prévu, mais si vous voulez aller postuler voilà, chez Odoo, c'est pour aller travailler dans la ferme que tu as. C'est dans le monde entier. Dans les fermes, en Belgique, il y en a à peu près 800. D'accord. Bon, bah voilà, je vous mettrai le lien. Vous pouvez aller postuler comme ça. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir ça dans la description. Et si vous nous écoutez dans les podcasts audio, bah, c'est dans la description. Je vous mettrai tous les liens pour aller utiliser Odoo pour votre boîte, pour tout ce qui est back-office, en fait, c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Tout ce qui permet de faire tourner la boîte. Il y a vraiment tout plein d'outils. Et je suis hyper content de t'avoir rencontré et t'avoir reçu dans l'émission et d'avoir écouté ton parcours et tes conseils. Donc, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. On vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et puis, merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.